Oran avait fondé la plus puissante guilde de rang S, mais ses compagnons l'ont viré parce que sa magie de soutien n'était soi-disant pas à la hauteur. En vérité, il n'a jamais été un mage et décide de retourner à sa vraie passion, l'art du sabre, pour devenir le plus grand aventurier. Oran erre sans but dans le donjon. L'air lasse de son existence, quand il tombe sur un rat démon, il dégaine son épée qu'il n'avait pas utilisée depuis une éternité. Il fait face au monstre et l'abat d'un seul coup net, sentant qu'il a un peu perdu la main, puis d'autres rats, attirés par le bruit, se précipitent sur lui. Les bestioles ne font pas le poids face au créateur de la troupe de héros. En un éclair, il extermine les intrus et, en regardant les cœurs sur le sol, se dit qu'il n'est peut-être pas si rouillé et qu'il a encore une chance comme épéiste solitaire. Il n'a pas le temps de se retourner que des gobelins bien plus costauds que les rats l'encerclent. Conscient du danger, il active sa magie de soutien sur lui-même pour gagner en force et en robustesse pendant un court instant. Les gobelins l'attaquent, mais ils ne tiennent pas face à la vitesse et la technique qu'il a acquise en rang S. Il les bâcle un par un en se surprenant d'à quel point son propre enchantement le rend surpuissant. Alors qu'il baisse la garde après la première vague, une seconde déferle sur lui. Sachant que son enchantement va s'estomper, il plonge et tranche tous les gobelins sur sa route en poursuivant un dernier pour l'envoyer direct en enfer. Quand l'enchantement défensif se dissipe, il réalise que son sort ne dure que 3 minutes de combat, ce qui l'oblige à réfléchir au moment exact où l'activer. À ce moment-là, une troisième vague de gobelins sans fin déboule dans le donjon et fonce sur Oran à toute allure pour le tuer, mais Oran réussit encore une fois à les maîtriser et commence à les exterminer un par un. Il se rend vite compte que son enchantement va s'achever, alors il relance le sort tout à la fin pour continuer son assaut en éliminant les derniers gobelins de la horde. En voyant la vie quitter les yeux du dernier, la soirée le hante toujours. Il se souvient de nouveau d'Oliver entrant dans son bureau avec Anne et Derek, lui annonçant cash qu'ils allaient le virer du groupe de héros, et Oran reste médusé, essayant de comprendre. Il se tourne vers Oliver en lui demandant de quoi il parle, censé être son meilleur ami, mais Oliver reste froid et pragmatique, lui balançant que, même venant du même village, il est le membre le plus inutile de l'équipe. Anne et Derek interviennent en chœur, affirmant qu'il ne fait que les ralentir et les empêcher d'accéder à la grandeur. La vie d'Oran défile devant ses yeux tandis qu'il cherche à saisir l'absurde situation. Comment son meilleur ami peut-il décider de le virer du groupe qu'il a lui-même formé? Un groupe devenu la troupe des héros parce qu'ils ont grimpé les donjons à toute vitesse et sont vite devenus l'un des meilleurs du pays. Oliver explique que lors de leur dernière expédition commune, il a observé d'autres équipes où l'enchanteur portait réellement le groupe et comparé à eux, Oran est largement à la traîne. Oran n'en croit pas ses oreilles et rétorque sèchement qu'il n'est même pas enchanteur à la base. Il n'a pris ce rôle que parce que personne d'autre dans le groupe n'avait le moindre don pour la magie. Il a sacrifié sa place d'épéiste pour s'entraîner comme enchanteur, créer son propre style pour compenser son manque de talent en soutien. Mais Anne rit au nez de tout ça, le traitant de pitoyable et d'excuseur, en rappelant qu'Oliver était de toute façon bien meilleur à l'épée. Sur ces mots, Oran se tourne vers Oliver, qui était son ultime espoir, mais Oliver lui annonce froidement qu'ils ont même déjà trouvé un enchanteur remplaçant pour les aider à monter en grade et toucher à la gloire. Oran finit par accepter la nouvelle réalité. Il n'a plus sa place dans ce groupe. Au moment où il s'apprête à partir, Anne ricane en disant qu'il n'aurait jamais dû faire partie d'une équipe S. Son épée et sa magie sont A, ce qui fait de lui un touche-à-tout pitoyable, maître en rien. Il revient enfin à lui en avançant, repensant à son style de combat hybride qui mélange l'épéiste et le mage. Il se promet de rester touche-à-tout, mais de tout maîtriser et de leur prouver l'énorme erreur qu'ont faite Oliver et les autres. Alors qu'il s'éloigne, 4 aventuriers déboulent dans la salle de téléportation, essoufflés. Leur chef demande si tout va bien, surpris de tomber sur autant d'orques d'un coup. Un des membres intervient, ils ont laissé la fille derrière. Le chef affirme qu'il a pris la bonne décision. Si on avait tenté de l'aider, ils seraient tous morts. De toute façon, elle vient juste d'arriver dans leur groupe aujourd'hui, donc il a protégé son vieux pote. La blessure d'avoir été abandonné par son propre groupe est encore trop fraîche. Oran se tourne vers eux et dit qu'il déteste les types comme eux. L'un réplique qu'il n'aurait rien pu faire et un autre tente d'agresser Oran. Il le pousse et le jette à terre,
Mais Oran les traite de sales tronches et leur ordonne de déguerpir. Puis il se tourne vers le chef, l'interroge furieusement où il a laissé la fille pour qu'elle crève et part en courant pour la sauver. Il la trouve au fond d'une grotte, acculée face à ce qui ressemble à une armée d'orques. Elle recule contre la paroi, les larmes aux yeux, tenant son bouclier défensif tandis que les orques avancent. Son bouclier ne tient pas longtemps, un orque finit par le briser et s'apprête à lui ôter la vie. Oran surgit, utilise sa magie du vent pour les repousser et la fille reste choquée, hébétée. Sans perdre une seconde, Oran dégaine et fonce sur les orques. Le premier tente de l'écraser au sol, mais il parvient à bloquer facilement. Avec un peu de magie de soutien, il tranche les orques comme du beurre. La fille resta là, perplexe, se demandant si Oran était épéiste ou mage, alors qu'il enchantait sa lame pour la rendre plus tranchante avant de foncer sur les orques, tranchant armes et corps sans distinction. Il se rend compte que les gars avaient raison, il n'aurait jamais tenu contre tant d'orques, mais il préfère mourir plutôt que d'abandonner un compagnon, et avec cette idée, il fauche des dizaines de monstres d'un seul coup. Tandis que la fille bouche bée se demande qui est cet homme, Oran continue sa tuerie et par une seconde déferlante d'attaque, il abat chaque orque de la caverne, ne laissant que cadavres et noyaux brillants. Puis il se tourne vers la rousse au fond de la grotte et la trouve étendue au sol, vidée d'adrénaline. Au coucher du soleil, ils sortent du donjon et la rousse se présente comme Sophia avant de l'inviter à dîner pour le remercier. Oran accepte et la suit jusqu'à une taverne tenue par la guilde des lapins d'argent. Il remarque qu'elle porte aussi un blason et qu'elle lui rappelle quelqu'un sans réussir à se souvenir. Cette confusion s'éclaircit quand Sophia lui présente sa sœur aînée, Selma, que Oran connaît déjà. Elle est enchanteuse rang S d'un autre groupe, la plus puissante du pays, et l'idéatrice de la division rôles épéiste /tank /mage. Shea regarde Oran avec dégoût et menace d'appeler la police parce que sa sœur n'a que 14 ans. Oran réplique tout de suite qu'il n'est pas dans les fichiers d'Epstein, qu'elle se calme. Pendant que Sophia explique à Selma qu'Oran lui a sauvé la vie, Selma se calme un peu puis gronde sa sœur d'être allée seule dans un donjon sans prévenir. La conversation continue et Oran confie qu'il a été viré du groupe de héros, qu'il est plus ou moins vagabond. Il voit aussitôt les yeux de Selma pétiller et se demande si elle pense le recruter, mais avant que cela n'aille plus loin, il lui dit qu'il n'a pas l'intention de rejoindre un groupe pour l'instant. Selma lui dit de ne pas se flatter et lui demande s'il est prêt à accepter une mission. Oran, surpris, s'intéresse et veut en savoir plus. Elle prétend qu'une énorme expédition de sa guilde descendra dans les donjons demain. Le groupe sera peuplé de nouveaux aventuriers et les membres de rang A doivent les escorter, veiller à ce que les boss d'étage, qui apparaissent de tous les 10 niveaux, soient vaincus et qu'il n'y ait pas de pertes. Elle explique que l'expédition est financée par un commanditaire et qu'elle aimerait qu'Oran les accompagne comme aventuriers supplémentaires. Elle ajoute qu'elle respecte vraiment ses compétences et sa force, sinon elle ne l'aurait pas demandé. Ça lui fait mal parce qu'il se souvient que la vraie raison pour laquelle on l'a viré de son ancien groupe, c'est que ses ex-coéquipiers avaient été impressionnés par Selma quand elle montrait sa magie et ont décidé qu'il leur fallait une meilleure mage. Oran accepte, mais à condition de descendre au donjon uniquement comme épéiste. Il n'est plus mage, Selma s'inquiète un peu mais préfère le recruter, pensant qu'il redeviendra probablement mage si ça tourne mal. Après le dîner, Oran va dans une boutique pour s'équiper. Le vieux commerçant l'accueille comme un vieil ami, c'était lui qui s'occupait de ses armes et armures depuis le début, et Oran, le cœur lourd, avoue qu'il ne pourra plus faire la promotion pour lui puisqu'il n'est plus dans l'équipe des héros. Il ajoute que désormais personne ne se souciera des armes qu'il utilise, ni d'où il prend son équipement et s'excuse d'avoir déçu le vieux. Celui-ci sourit simplement et le remercie pour tout, assurant que les gens l'écoutent encore parce qu'il est une bonne personne forte qui remontera la pente. Surpris, Oran sent une larme poindre en réalisant que quelqu'un croit encore en lui. Il décide de tout donner et de se reconstruire à zéro. Et le lendemain, il accompagne Sophia pour rencontrer Vince, le chef du clan du Lapin d'Argent. Il accueille Oran dans le bâtiment du clan et se présente. Oran répond que c'est un honneur de rencontrer le chef d'un clan aussi puissant que les Lapins d'Argent. Vince sourit et minimise, disant qu'il n'y a pas besoin d'autant de cérémonies, ils sont sur un pied d'égalité. Vince affirme connaître les exploits d'Oran et sait qu'il fut l'un des piliers du succès du groupe du héros. Il propose de mettre la politesse de côté pour tenter de deviner ce que l'autre pense vraiment. Ils doivent se concentrer sur la mission du moment, cette expédition pédagogique.
Vince se tourne vers Selma pour l'explication. Elle commence en annonçant qu'ils iront du premier étage jusqu'au 51e en seulement 3 petits jours. Elle précise qu'ils s'arrêteront au niveau 21 le premier jour, reprendront le deuxième jusqu'au 36e et enfin viseront le 51e le troisième jour. En expliquant, elle se rappelle la discussion d'hier avec Vince quand elle lui a dit qu'Oran avait été expulsé du groupe du héros. Vince avait tout de suite juré que le parti avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Sans Oran, il ne serait le plus aussi fort. Selma acquiesce, expliquant que sa magie de soutien les avait propulsés très haut, chose impossible sans lui. À puissance brute, il n'égale pas certains soutiens rang S, mais il compense par une vitesse d'incantation au moins 4 fois supérieure à la sienne. Elle évoque le combat, disant qu'il utilisait plusieurs sorts personnels et surtout qu'il comprenait la situation et prenait des décisions nettes et instantanées, un talent sans égal. Sans lui, le groupe du héros perdra sa suprématie, ce qui permettra au Lapin d'Argent de fondre sur l'occasion et de devenir la meilleure équipe du pays. Cela a un peu embrouillé Vince. Il ne comprenait pas pourquoi une enchanteresse aussi douée accepterait une expédition conjointe dans des donjons où elle a si peu à gagner. Selmer explique que les mages de soutien sont souvent privés de la gloire qu'ils méritent. Et oui, elle est célèbre, mais c'est surtout parce que ses sorts sont tape à l'œil et attirent les regards. Pendant que les mages véritablement puissants restent dans l'ombre sans réputation, elle revient à la réalité quand Oran intervient pour confirmer qu'il y aura 10 groupes de débutants entrant dans les donjons et 5 escorteurs, dont Selma et lui. Les débutants affronteront les monstres à tour de rôle, mais si quelque chose d'inhabituel survient, les escorteurs interviendront pour s'assurer qu'ils ne soient pas blessés. Ils trouvent juste une chose étrange et demandent pourquoi il n'y a que 5 escorteurs. Si leur but est d'assurer une expérience sûre aux débutants, pourquoi ne pas engager plusieurs groupes de rang A au lieu de 5 S séparés ? Selma répond qu'ils veulent aussi que les novices ressentent le stress du donjon et ne se surestiment pas. Oran ne croit pas vraiment à son explication, mais sait qu'ils ne dévoileront pas leur véritable motivation à un extérieur non affilié à un clan. Quoi qu'il en soit, il décide d'accepter la quête, n'ayant rien de mieux à faire. Vince semble content et annonce qu'on lui donnera 2 pièces d'or d'avance, puis 10 à la fin de la mission. Cela le surprend un peu, n'est-ce pas trop? C'est presque un an de salaire. Mais Selma réplique qu'ils le jugent précieux et veulent s'assurer qu'il soit bien payé. Oran les remercie et promet de les retrouver le lendemain matin en espérant le meilleur. Le matin venu, il se présente à l'entrée des donjons et trouve une ribambelle de nouveaux aventuriers prêts pour le voyage. Il aperçoit vite Sophia et Selmer prêtes pour l'aventure et complimente Selma sur sa tenue, ce qui agace Sophia qui lui rappelle une nouvelle fois qu'elle est mineure. Oran lui dit de se calmer un peu. Il n'est pas fan de Michael Jackson non plus. Sophia lui demande où il habite maintenant puisqu'auparavant il vivait dans le manoir de leur groupe. Oran répond qu'il loge à l'auberge pour l'instant, mais qu'il trouvera bientôt un logement convenable. Sur ce, Oran regarde autour de lui et dit que tout le monde semble être arrivé. Il devrait peut-être commencer l'expédition. Selma est d'accord et demande à Sophia de rejoindre son groupe avant d'amener Oran vers les 3 recrues chargés de faire en sorte que le voyage se passe bien. Selma présente Oran aux autres en vantant sa force et en affirmant qu'elle lui fait confiance. Les 3 accompagnateurs l'accueillent aussitôt en se présentant. Le type aux cheveux bleus, Ant, se proclame tank et le blond, Byrne, renchérit. Lui aussi est un tank. La dernière, une fille aux cheveux courts, s'avère être une soigneuse nommée Cathy. Oran en conclut tout de suite qu'il est le combattant de front, tandis que Selma est l'enchanteresse, ce qui forme une équipe d'escorte très équilibrée. Mais il se demande quel aurait été leur plan s'il lui avait refusé. Il sent bien qu'il y a quelque chose de louche, mais décide pour l'instant d'avancer et de voir comment les choses vont se dérouler. Bientôt, Selma rassemble tous les requis en un seul endroit et les présente à Oran en annonçant qu'ils ont trouvé un renfort incroyablement puissant pour ce voyage, qu'ils n'ont donc rien à craindre. Elle affirme qu'Oran est déjà monté au 94e étage, quelque chose qu'elle n'a pas encore fait, et qu'il faisait partie de l'équipe du héros, ce qui fait de lui l'un des plus forts du pays. Les débutants sont tout de suite galvanisés et regagnent confiance. Et toute cette pression commence à intimider un peu Oran, qui réalise que beaucoup de gens comptent sur lui. Une fois cela dit, elle ordonne aux autres accompagnateurs de reprendre la direction de leur groupe et annonce à Oran qu'il va diriger la 10e équipe, la plus prometteuse d'entre elles. Elle pense qu'avec une bonne orientation, ils pourront facilement gérer même des donjons de difficulté moyenne.
Remarque qui embrouille un peu Horan qui se demande pourquoi elle confierait la meilleure équipe à un prétendu outsider comme lui. Quoi qu'il en soit, il va vers le 10e groupe et se rend compte que Sophia y est aussi. Il demande si quelqu'un est en retard car il n'en voit que 3, mais un garçon blond, Logan, répond qu'ils sont bien seulement 3 dans cette équipe. C'est un peu inhabituel, 3 gars dans une même équipe, mais le blondinet rétorque qu'ils ne sont que 3 parce que personne ne peut les suivre de toute façon, et il se présente comme le chef, enchanté en passe de surpasser Selma elle-même. Horan comprend tout de suite que ce garçon a un gros problème d'attitude et se demande si ça ne va pas lui retomber dessus, mais pour l'instant il passe à la 2e fille, qui se présente comme Carol, un tank sans aucune armure apparente. Il demande si elle mettra une armure une fois dans le donjon, mais elle répond qu'elle n'utilise ni bouclier ni protection. Horan conclut donc qu'elle mise sur l'esquive plutôt que le blocage, et Carol confirme « elle ne veut pas que les monstres la touchent ». Les tanks axés esquives sont rares, ils comptent sur leur vitesse et leur technique pour éviter et contre-attaquer au corps à corps, mais ça exige de l'expérience de combat, ce que cette fille n'a clairement pas. Il demande si le clan ne l'avait pas prévenu, et le blond répond que le clan a répété à Carol de jouer comme un tank normal jusqu'à acquérir de l'expérience, mais elle les a tout simplement ignorés. Horan comprend bientôt que c'est peut-être une star party, et en même temps une partie à problème que les escorteurs ne voulaient pas prendre en charge. Peu après, l'expédition démarre enfin et ils entrent tous dans les donjons. Carol ne ferme pas la bouche une seconde et ne cesse de harceler Horan sur les raisons de son départ du groupe, et il ne sait pas comment la faire taire. Leur progression reste fluide pour l'instant, grâce aux pièges magiques qu'Horan laisse derrière eux pour éliminer les monstres faibles. Ils arrivent enfin au 20e étage et Horan a une meilleure idée de son équipe. Le blond ne parle pas pour rien, il a pas mal de compétences d'enchanteur et pourrait tenir le niveau d'un groupe de rang A s'il continue ainsi. Mais il est nul pour donner des directives, ce qui est crucial pour un enchanté. Carol est ultra rapide, idéale pour une défenseuse axée esquive, sauf qu'elle a 2 défauts. Elle fonce sur les monstres sans réfléchir, alors que son rôle principal devrait être de protéger le groupe. Le deuxième problème, c'est qu'elle se bat avec 2 petites dagues comme arme principale. Ça colle à son style, mais ça risque d'être juste quand il faudra vraiment faire mal. Sophia est la moins douée du groupe en talent brut, mais pas une novice complète et sans défaut majeur, ce qui fait d'elle la plus équilibrée de la bande. Au fond de la grotte, les escorteurs parviennent à vaincre le boss de palier niveau 20, ce qui leur permet d'accéder au 21e étage, leur objectif du premier jour. Après avoir enregistré leur carte d'identité comme preuve, ils sortent pour la nuit se reposer et repartir le lendemain matin. Quand Horan se réveille cependant, il est bouleversé de trouver un journal et en première page, sa photo. La troupe de héros annonce officiellement l'avoir viré et avoir engagé un nouvel enchanté à sa place. Coup dur, bien plus qu'il ne l'imaginait, mais il ne peut rien y changer. Il sort donc pour rejoindre les autres au donjon, se demandant si les recrues vont le voir différemment après ce titre. En chemin, il est arrêté par une fille aux cheveux bleus, Luna, la soigneuse du groupe de héros. Il se souvient que même quand tout le monde l'ignorait, Luna lui souriait toujours et était prête à aider. Le jour de son renvoi, elle avait été sortie en mission, sinon il n'aurait pas pu l'écarter si facilement. Luna lui prend les mains et le supplie de revenir, jurant de convaincre le groupe qu'ils ont besoin de lui. Elle invoque leur promesse de nettoyer le grand donjon ensemble, ce qui l'énerve. Il réplique que la promesse était commune aux 3, avec Oliver, et que c'est bien lui qui l'a fait sortir du groupe. Le cœur blessé, il se détourne et dit à Luna qu'il ne remettra jamais les pieds dans ce groupe, puis se dirige vers l'entrée du donjon. Sur le chemin, Horan repense à son bannissement vu dans le journal du jour. Tous les nouveaux recrutés doivent être perdus sur son compte maintenant, surtout après que Selma l'a tant vanté comme membre des héros, et voilà que la vérité s'effondre. Il arrive bientôt à l'entrée du donjon et trouve tous les débutants prêts à entrer, mais l'ambiance a complètement changé. On voit bien que chacun a déjà lu le journal du jour. Les novices chuchotent que Horan ne fait plus partie du groupe de héros, tandis que Logan imagine que tout serait différent si Horan était parti de son plein gré, mais le fait que le journal affirme qu'il a été viré pour faiblesse change tout. Horan tente de saluer les débutants, mais reçoit des réponses contrastées, réalisant qu'on ne l'accueille plus comme la veille à cause de ses stupides gros titres.
À ce moment-là, Selma arrive avec Tante, Byrne et Cathy et s'excuse tout de suite auprès d'Oran pour le malentendu. C'est elle qui a exagéré qu'il faisait partie du groupe pour rassurer les novices. Oran lui dit immédiatement que ce n'est pas sa faute, qu'elle doit garder la tête haute et mener le groupe dans le donjon pendant qu'il assure le soutien. Ant, Bern et Cathy ajoutent que peu importe le différend entre Oran et l'équipe de héros. Reste le fait qu'Oran est l'un des rares à être allé au 94e étage et à en être revenu vivant. Cela lui donne un peu de répit face au regard et il va vers son groupe où Sophia et Carol le saluent chaleureusement, tandis que Logan hésite encore, ne sachant trop comment le traiter. Oran décide de briser la glace et demande à son équipe si elle a vu le journal. Sophia et Carol répondent qu'elles l'ont vu, mais que ça ne vaut pas la peine. Plein de mensonges. Logan, lui, n'est pas abonné à Fox News et cherche la vérité. Il demande si le journal disait la vérité. Oran répond que techniquement oui, il a bien été exclu du groupe pour faiblesse selon les autres membres. Il s'excuse auprès d'eux de ne pas l'avoir dit dès le départ, affirmant qu'il n'est pas vraiment le héros qu'on attend de lui. Sophia craque et rétorque qu'il ment. Il est super fort, elle l'a vu affronter une immense horde d'orques tout seul et en sortir sans une goutte de sueur. Oran la remercie de croire en lui et dit au reste du groupe que même s'il n'est plus officiellement dans l'équipe des héros, il suffit encore parfaitement pour les aider à atteindre le 51e étage. Il leur demande juste de lui faire confiance. Les filles semblent rassurées, mais Logan a l'air déçu, il se sent trahi. Ils entrent bientôt dans les donjons et ce jour-là, les recrues doivent remonter du 21e au 35e étage. Mais il ne doit toujours rien ordonner ni guider, juste rester en retrait et observer, n'intervenant que si ça dégénère. Leur progression se passe bien pendant que Carol gère tous les monstres du 24e étage à coups de dagues jumelles et de combats au corps à corps. Pendant que Sophia s'occupe des plus gros monstres au niveau 30, surprenant même Oran qui se demande s'il ne l'a pas sous-estimé, ils avancent vers le 31e étage, les étages intermédiaires, autrement dit le terrain inconnu où les novices ont besoin de conseils. Cette fois, Oran prend les devants et ouvre la marche pour vérifier qu'il n'y a rien d'inhabituel, quand il sent soudain la présence d'un groupe de gobelins devant eux et ordonne au groupe de se préparer au combat. Il remarque aussi qu'un orc égaré a apparemment vagabondé dans le coin, ce qui risque de rendre l'affrontement un peu délicat, mais comme sa promotion de recrue se débrouille bien au combat, il n'est pas inquiet. Il demande immédiatement à Carol d'attaquer les gobelins et dit à Sophia de s'occuper de l'or à distance avec ses sorts magiques. Elles obéissent sur le champ et plongent en attaque pendant que Sophia se prépare à affronter un gobelin. Oran se tourne ensuite vers Logan pour lui demander son soutien magique, mais avant qu'il ait fini sa phrase, Logan trace déjà plusieurs cercles magiques et lance des sorts d'agilité sur Carol pour lui donner l'avantage contre les gobelins. Logan n'est toujours pas convaincu qu'un type comme Oran puisse le guider, surtout qu'il trouve ses conseils tellement basiques que n'importe qui à sa place ferait pareil, vraiment rien de spécial. Soudain, la situation se complique. L'orque déclenche le stress post-traumatique de Sophia, elle panique et n'est plus prête à se battre, ça pourrait virer au cauchemar pour tout le monde. Logan, occupé à protéger Carol avec ses sorts, regarde Oran impuissant se demandant quel genre de guide c'est et pourquoi ne bouge-t-il pas pour aider Sophia jusqu'à ce qu'il remarque Oran tracer un signe magique qui ralentit énormément l'orque. Il va ensuite vers Sophia et la calme. « Prends ton temps, vise bien, tu es plus forte que lui, n'aie pas peur ». Sophia inspire profondément puis lance une énorme boule de feu qui pulvérise l'orque en morceaux, surprenant tout le groupe, y compris Oran qui n'avait pas la moindre idée que Sophia maîtrisait des sorts d'un niveau aussi élevé. Carol court aussitôt vers Sophia et la serre dans ses bras pendant qu'Oran la félicite pour son tir. Ils avancent ensuite et tombent peu après au 35e sur une tarentule géante mortelle. Logan perd immédiatement son sang-froid, convaincu qu'ils sont condamnés, impossible de gérer une bestiole pareille, mais Sophia et Carol font une confiance totale à Oran et restent prêtes attendant ses ordres. Oran ordonne sans attendre à Logan d'utiliser agilité plus et force plus sur Carol et magie plus sur Sophia. Logan se demande si ce type n'a pas perdu la tête en reprenant la même tactique sans changement, mais il obéit et lance les sorts. Oran demande ensuite à Carol d'engager le combat rapproché et de garder l'attention du monstre sur elle. Carol hoche la tête et fonce immédiatement vers la tarentule.
Logan tente de l'arrêter, mais Oran le retient. S'il se met devant, ils seront tous en grand désavantage. Mieux vaut attendre et observer. Il dit alors à Sophia de sauter sur le monstre et d'entailler son dos pour le déchirer. Sophia comprend tout de suite, bondit sur sa tête et lui fait une longue entaille de l'avant vers l'arrière. Oran lui ordonne de garder l'attention de la bête sur elle en prenant garde cependant. L'araignée est venimeuse, il faut esquiver chaque attaque sans faute. L'araignée tente de poignarder Carol avec ses pattes pointues, mais elle esquive les attaques les unes après les autres et en renvoie même quelques-unes. Surpris, Oran lance à Logan qu'il doit continuer ses sorts sur Carol. Sa vie dépend désormais de lui. Puis il se tourne vers Sophia et lui demande d'immobiliser le monstre. Sophia capte tout de suite et utilise son pouvoir de cutter fléché pour trancher ses pattes, le faisant s'effondrer. Carol commence à célébrer, mais Oran la prévient d'être prudente. La bataille n'est pas finie. Trop tard. La bestiole, toujours vivante, projette sa toile, attrape Carol et la tire vers elle. Oran intime aussitôt à Logan de donner force et vitesse à Carol. Logan s'exécute sans discuter, mais Carol panique et n'arrive pas à se libérer, implorant Oran à l'aide. Oran ordonne à Sophia de préparer sa flèche de pierre et enflamme ses couteaux d'un sort d'acuité, ce qui lui permet de se dégager. Elle enchaîne avec sa flèche de pierre qui pulvérise le monstre sur le champ. La journée d'expédition se termine donc là et Oran félicite Logan pour ses sorts de soutien. Sans eux, le groupe n'aurait pas remporté ses combats. À leur sortie des cavernes, le soleil décline. Selma félicite les recrues pour leur progrès et annonce que la dernière étape aura lieu demain. Pour l'instant, ils doivent se reposer et bien manger. Ils se séparent alors, mais Ant et Vern arrêtent Oran pour l'inviter à déjeuner. Après un moment d'hésitation, il accepte. On ne refuse pas une invite, surtout quand on vous propose de payer. Sur le chemin du retour vers la ville, Logan interroge Sophia sur l'affrontement où Oran lui a sauvé la vie. Elle se remémore et répond qu'il a d'abord lancé une bourrasque, puis a enchanté son épée avant de déchirer chaque orc. Logan réalise que quelque chose cloche chez Oran. Aujourd'hui, il a utilisé sans y penser un sort qui a ralenti l'agilité d'un orc qui venait sur Sophia. Ces sorts, des debuffs, sont super difficiles à lancer. Même les mages les plus doués, comme Selma, peinent à sortir un seul debuff en plusieurs jours, et encore avec tout un tas de préparatifs. Oran, lui, se comporte comme un lanceur de sorts parfait et sait quoi utiliser en plein combat d'équipe. Il connaît même le moment précis où chaque amélioration s'estompera et lance des sorts préventifs pour prédire les mouvements ennemis. Logan comprend alors qu'il s'était complètement trompé sur Oran. Ce n'est pas un simple mage, c'est un génie. De retour en ville, Oran descend dans une taverne avec Bern et Ant. Ils lui disent de commander ce qu'il veut, c'est pour eux, puis l'interrogent sur son rôle réel. Il était enchanteur dans la troupe du héros, mais aujourd'hui prétend être épéiste. Oran répond qu'il a toujours voulu être épéiste depuis qu'il a vu son grand-père tuer une énorme bête qui errait dans le village. Cette image s'est gravée en lui. Quoi qu'il arrive, il serait épéiste. Et pour un temps, son vœu s'est réalisé, il était épéiste dans la troupe. Mais en descendant aux étages inférieurs, leur rythme a ralenti. La violence et la force des monstres augmentant, ça devient plus dur. En même temps, Selma a rendu populaire la stratégie d'équipe où tout le monde dépend de l'enchanteur pour prendre les décisions. Eux ont fini par faire pareil. Hélas, personne n'avait l'affinité pour devenir enchanté, donc le meilleur choix fut Oran. Par amour du groupe, il accepte d'abandonner son statut d'épéiste et devient enchanté. Il rumine en pensant que la troupe n'a plus aucune chance de passer les prochains niveaux, mais finit par se dire que ça ne vaut pas la peine d'y penser sans cesse. Puis il dit au gars qu'il veut désormais devenir l'épéiste le plus complet, capable de gérer seul les étages inférieurs sans équipe, sans se douter que dès le lendemain, la troupe du héros viendrait le retrouver justement dans les donjons qu'il veut conquérir. Le lendemain matin, Oran se dirige vers la grotte, pensant que ce sera son dernier jour à diriger la jeune troupe, quand il aperçoit Sophia et les autres l'attendant non loin de l'entrée. Il l'accueille chaleureusement et il sent tout de suite que l'équipe a plus confiance en lui aujourd'hui qu'hier. Même Logan paraît plus ouvert et plus confiant. Carol intervient en disant que puisque c'est le dernier jour, Sophia voulait dire quelque chose et elle pousse Sophia du coude pour l'encourager, mais Sophia paraît intimidée et trop timide pour avouer ses sentiments. On apprend qu'en prenant son bain la veille, Sophia a confié à Carol qu'elle voudrait qu'Oran reste chez les lapins de nuit et les aide à atteindre le sommet,
Avant qu'elle ait pu se déclarer, Selma appelle Oran et il promet à Sophia d'en parler plus tard avant de partir. En rejoignant les autres guides, il surprend des débutants qui racontent donc que la troupe du héros descend aussi en donjon aujourd'hui et qu'ils vont faire une répétition générale avec leur nouveau groupe pour vérifier la cohésion. Oran se demande quel étage ils vont tester et découvre qu'ils ne vont pas au plus profond, le 94e étage, mais qu'ils commencent au 92e étage pour s'assurer que leur nouveau groupe fonctionne bien. Oran est choqué, il ne pense pas que la troupe du héros doive commencer au 92e étage, encore moins avec un candidat à la place de lui. Il devrait d'abord tester quelques étages inférieurs pour jauger leur travail d'équipe. Finalement, il juge inutile de trop se préoccuper de la troupe du héros et décide de se concentrer sur son propre objectif. Au 92e étage, Oliver, le chef, motive son équipe en affirmant qu'ils n'auront aucun problème à traverser ces donjons tout en restant sur leur garde. Il se tourne ensuite vers la nouvelle recrue, Philly, une enchantée aux cheveux verts. Le tank lui demande de montrer ce qu'elle sait faire, tandis que le mage idiot ajoute que Philly n'est pas un touche-à-tout comme Oran, donc tout ira bien. Oliver se tourne alors vers Luna, qui n'a rien dit jusque-là par défi muet. Elle ne voulait pas qu'Oran parte, mais Oliver est sûr qu'après cette exploration de donjon, même Luna devra admettre que leur décision était la bonne et qu'Oran posait problème. Il s'avère que Luna n'était même pas au courant du plan qu'Oliver et les autres avaient mijoté pour virer Oran. Elle l'a appris seulement le soir où Oliver félicitait Philly d'avoir intégré le groupe et organisait une petite fête en son honneur. Anne et Derek se moquent d'Oran, affirmant qu'avec un véritable enchanteur et non plus un touche-à-tout inutile, ils vont finir le donjon et atteindre le 100e étage en 2 temps 3 mouvements. Anne a même dit à Philly qu'apparemment ils avaient un paquet de thunes, mais qu'Oran était si radin qu'ils ne dépensaient jamais rien pour leurs besoins personnels. Philly devient un peu mal à l'aise et demande si les fontes du groupe ne servent pas qu'au groupe et pas à un usage perso, mais Anne évacue ça en disant qu'ils avaient plein d'argent. À quoi ça sert sinon si on ne sait pas en profiter ? Oliver intervient alors et leur dit qu'on a fait le tour d'Oran et qu'il faut passer à autre chose puisqu'il n'a plus d'importance pour eux. Juste au moment où ils lèvent de leur verre pour honorer l'arrivée de Philly, Luna entre essoufflée et dit à Oliver qu'elle doit lui parler. Soudain, elle aperçoit Philly qu'elle ne connaît pas et demande à Oliver s'ils peuvent parler en privé. Oliver répond qu'ils peuvent et doivent parler juste ici devant tout le monde, si bien que Luna n'a pas le choix et annonce qu'elle vient d'entendre qu'Oran part en raid avec les Night Silver Rabbits et demande comment c'est possible. Derek et Anne sont perplexes. Anne demande comment il a pu rejoindre les Night Silver Rabbits en 3 jours. Malgré leur description de sa faiblesse, Derek prétend qu'il exhibe toujours son badge rang S qu'il doit au groupe et que c'est comme ça qu'il a obtenu le poste. Luna est perdue et demande de quoi il parle quand Oliver lui ordonne de se calmer et d'écouter. Avant qu'il ne continue, Anne intervient et dit à Luna que le bon à rien touche à tout Oran a quitté le groupe il y a 3 jours. La nouvelle qu'Oran a quitté le groupe la laisse bouche bée. Elle se demande à voix haute s'il les a enfin abandonnés. Mais Derek, cet énorme idiot, ouvre sa grande bouche pour dire que c'est tout l'inverse. Oran n'a pas quitté la fête. Ce sont eux qui l'ont viré sans ménagement parce qu'il était nul. Luna est choquée et se tourne vers Oliver pour savoir si c'est vrai. Oliver répond calmement que oui et tente de lui présenter Philly, le nouveau membre. Luna le coupe net, jurant qu'elle s'oppose à ce qu'on remplace Oran, ce qui énerve le tank Zero Dish qui lui crie de la fermer alors que le nouveau essaie simplement de la saluer. Oliver calme toutefois Derek et essaie de raisonner Luna. Selon lui, Oran n'est plus à la hauteur du groupe et ne ferait que les ralentir maintenant. Luna refuse catégoriquement. Pour elle, Oran est le pilier du groupe. Elle insiste qu'elle est la principale raison qu'ils en soient là et affirme qu'ils n'iraient pas plus loin sans lui. Et l'imbécile réplique que seule elle pense qu'Oran était spécial. Et de toute façon, c'est trop tard, la décision est prise, Oran a été expulsé. Oliver dit à Luna qu'ils doivent parler des plans immédiats. Comme c'est la première fois qu'ils travaillent avec Philly, ils commenceront au 92e étage, puis remonteront doucement jusqu'au 94e. Luna rejette le plan en bloc, elle n'a pas envie de se suicider comme certains semblent vouloir le faire. Derek rit et demande comment ils pourraient vouloir mourir en commençant au 92e alors qu'ils sont déjà allés jusqu'au 94e. Luna répond que même si Philly est un enchanteur talentueux, il devrait d'abord s'occuper des étages inférieurs, puis monter progressivement.
Derek, fidèle à sa grosse tête, répète qu'ils ont déjà dégagé le 93e, alors pourquoi repartir d'en bas? Luna affirme qu'ils sont fous de vouloir y aller. Le 92e étage abrite le dragon noir et la dernière fois, on a à peine réussi à passer. On aurait dû rester loin. Sérieux, qui est dingue ici? Oliver répond qu'ils vont juste tester leur cohésion, rien d'autre, donc pas besoin d'affronter le dragon maintenant. On ne va pas se suicider pour prouver un point. Luna commence à protester que ça devrait au moins être plus bas, mais Oliver la coupe. Décision prise, point final. Dans la réalité, le groupe se retrouve face au mammouth du 92e étage. Facile à battre la dernière fois, mais cette fois quelque chose cloche, il peine plus que prévu. Oliver fonce et tente de frapper au sabre, mais le mammouth part et le repousse derrière une couverture. Derek se prépare à une contre-attaque. Une fois à l'abri, le bœuf d'Oliver disparaît et il sent comme un poids énorme l'écraser à chaque fois. Il se retourne et demande à Philly pourquoi leurs buffles fondent si vite. Philly répond qu'elle n'a pas encore compris comment ils synchronisent leurs attaques, donc ça ira mieux. Oliver est surpris. Il se rappelle qu'Oran avait tout pigé en quelques heures le premier jour. Le mammouth envoie soudain un rayon énergétique sur Derek qui tente de bloquer mais glisse. Le faisceau ricoche sur Anne qui hurle sur Derek en l'insultant d'idiot. Même Derek se demande pourquoi ses parades échouent alors que ce tir aurait dû être simple à arrêter. Anne saute dans la mêlée et envoie des rafales de feu qui chatouillent à peine le mammouth. Oliver, perplexe, lui crie de faire attention. Anne réplique qu'elle fait comme d'habitude, mais que pour une raison inconnue, ses attaques sont affaiblies. Oliver ordonne à Philly d'augmenter encore les dégâts magiques d'Anne. Elle obéit, mais même ainsi, le prochain souffle de feu d'Anne n'érafle même pas le mammouth. En représailles, le mammouth envoie encore une décharge d'énergie et manque de peu Anne, qui se réfugie in extremis derrière un rocher, laissant Oliver abasourdi. La magie de Philly était censée être bien plus puissante qu'Oran, et pourtant, ils se font malmener par la bête qu'ils avaient tenue sans souci la dernière fois. Un autre rayon l'effleure et le ramène à la réalité quand il l'évite de justesse. Le suivant est arrêté par Derek. Oliver ordonne à Anne de contourner le monstre, mais elle n'a pas de bol. La bête la bride et attaque, la forçant à reculer en courant. Oliver se tourne aussitôt vers Philly et lui demande d'anticiper les attaques du monstre et de les avertir. Philly répond que c'est impossible en faisant tout le reste, mais Oliver lui rétorque que le rôle d'Enchantress, c'est justement de garder le fil du combat. Anne le lui renvoie, se traitant d'inutile et affirmant qu'on n'aurait jamais dû la recruter. Oliver comprend alors que personne n'est à son niveau habituel et il n'arrive même pas à puiser la pleine puissance de son épée. Théoriquement, la magie de Philly devrait leur donner un bonus énorme. Alors qu'est-ce qui cloche ? Avant qu'il n'ait le temps d'en débattre, le dragon noir jaillit des profondeurs du donjon et s'élance vers eux. Luna transpire de peur et hurle qu'il faut fuir maintenant. Le dragon atterrit et écrase le mammouth sans effort. Oliver, sidéré, se demande pourquoi ce dragon noir sort de cette zone. Ça ne devrait pas être possible. Pourtant, il refuse de reculer, affirmant qu'ils l'ont déjà battu une fois et qu'ils vont recommencer. Derek se place pour bloquer une boule de feu, mais à sa surprise, elle est loin d'être aussi puissante et le repousse violemment. Anne tente une boule de feu, mais même cachée derrière un rocher, elle se prend l'impact et sombre. KO. Luna intime à Oliver qu'il faut s'enfuir. Lui demande simplement à Philly de la renforcer, puis concentre son Strange contre la boule de feu du dragon et attaque en même temps, parvenant de justesse à tenir bon, tandis que l'onde de choc le balaie en arrière. Il s'effondre à genoux, confus et hébété, sans savoir quoi faire, mais Luna le serre vite contre elle et dit qu'ils doivent utiliser un cristal de téléportation d'urgence, sinon ils mourront ici. Philly rétorque que ce cristal d'urgence les enverra directement dans la salle d'un boss de rang inférieur et qu'ils devront se battre, mais Luna insiste, ils n'ont pas d'autre choix. Oliver Agresse attrape le reste de son équipe et ouvre le portail pour fuir. Avant qu'il n'ait pu passer, le dragon plonge et les repousse, puis, à leur horreur, s'engouffre dans le portail et disparaît. Derek pense d'abord que c'est pour le mieux, mais Luna annonce que c'est le pire. Maintenant, une équipe de bas niveau va se faire exterminer par ce dragon. Elle dit qu'ils doivent retourner à la guilde et forcer la téléportation de quiconque est dans le donjon. Oliver acquiesce et ils se mettent à courir dehors. C'est alors que Luna explique pourquoi il se sentait si faible. Oran a développé des sorts originaux qui multiplient la puissance de ses attaques magiques par 50.
Philly est choqué, même Selma n'arrivait qu'à 10 fois, mais Luna confirme que c'est la vérité. Ils ne sont puissants qu'avec Oran, sans lui, ce ne sont que des aventuriers moyens. Oliver refuse d'y croire et jure de tuer le dragon sans Oran. Ils foncent tous vers la maison de la guilde en espérant que le dragon n'a encore tué personne. Au 50e étage, Oran dit à son groupe qu'une fois le 51e atteint, leur objectif sera accompli et ils rentreront pour la journée grâce au cristal de téléportation. Tous acquiescent, mais Oran ressent un malaise au ventre. Il se cherche intérieurement et ne trouve rien d'anormal, regarde le ciel obscurci et se demande pourquoi ce pressentiment. Tout semble bien se passer pour l'instant, bientôt ils affronteront le boss d'étage, une formalité pour ses guides, puis ils pourront rentrer chez eux, mission accomplie. Alors pourquoi ressent-il cette étrange sensation qui l'alerte que quelque chose a terriblement mal tourné et qu'ils doivent tous partir tout de suite? La voix de Carol perce ses pensées et elle demande à Oran quels monstres doivent-ils s'attendre à affronter cette fois-ci. Oran lit l'excitation dans ses yeux et lui explique qu'elle est censée être un tank. Son job principal, c'est protéger les coéquipiers. Elle ne peut pas foncer sur les ennemis en espérant tous les tuer toute seule. Carol n'est pas convaincue et rétorque que si elle peut gérer tous les ennemis seule, elle facilite techniquement le boulot de ses camarades et ils ne courront aucun danger. De plus, elle est persuadée qu'un tank doit être en première ligne et c'est ce qu'elle fait à chaque fois, puis elle enchaîne aussitôt en demandant encore plus de conseils pour mieux se battre. Oran pousse un soupir là et lui dit qu'elle devrait apprendre à jouer en équipe au lieu de tout vouloir faire toute seule. Plus vite elle comprendra ça, mieux ce sera pour elle quand il faudra compter sur les autres pour progresser. Carol n'aime pas trop ce son et trouve ça ennuyeux, mais Logan lui dit d'écouter et d'être reconnaissante pour ce conseil génial. Il prétend même que le grand aventurier Albert disait « L'équipe, c'est le rêve ». Oran se tourne vers le petit blondinet et lui demande s'il parle d'Albert du clan des lapins de la nuit. Logan s'illumine à l'idée que quelqu'un lise aussi, au lieu de jouer aux barbares dans un donjon sans arrêt. Oran affirme que tout le monde connaît sûrement le fameux Albert. Il était le membre le plus fort incontesté des lapins du ciel nocturne et l'on croit qu'il est mort en combattant le dragon noir au 92e étage l'année dernière. Logan assure qu'en mourant, Albert est devenu une légende qui restera toujours dans les mémoires. Carol, elle, devient un peu sombre et murmure qu'Albert est mort en protégeant un camarade, même si c'est le rôle du tank. Son humeur se fait plus lourde et elle ajoute qu'il savait que sa mort effacerait les sourires de sa famille, mais qu'il s'en fichait. C'est pourquoi elle pense qu'un bon défenseur doit toujours garder celui qu'il protège à distance. Elle conclut en disant que si elle combat seule en première ligne pendant que son équipe reste en retrait, ils ne seront pas en danger et pourront fuir si ça tourne mal. Oran voit la douleur sur le visage de Carol et se dit que ce bordel le dépasse totalement. Et en tant qu'observateur extérieur, il ne devrait sans doute pas fouiller plus loin. Il décide de remonter un peu l'ambiance et dit à Carol qu'il compte sur elle aujourd'hui pour gérer les ennemis. Et son visage s'illumine tout de suite comme avant, genre « laissez-moi faire ». Sophia, qui adore attirer l'attention, veut à tout prix se faire remarquer et demande, façon « pick me », à Oran ce qui lui manque et comment devenir meilleur comme coéquipière et comme mage. En entendant ça, Logan se mêle aussi de la conversation, affirmant qu'il veut lui aussi s'améliorer. Oran leur dit à tous de se calmer et avance vers le 36e étage où les débutants commencent à s'échauffer. Selma appelle Oran et annonce que ce sera leur dernier jour, le plus difficile jusqu'à présent, donc il faut s'assurer que rien ne foire et réussir l'expédition. Elle se tourne alors vers le groupe d'Oran en commentant que les gamins semblent beaucoup l'apprécier et Oran avoue franchement qu'après l'article de journal, il pensait avoir perdu toute la considération qu'il pouvait avoir pour lui sur le champ. Mais il avait tort. Ces gamins sont bien plus malins et indépendants qu'ils en ont l'air. Selma acquiesce, admettant que ce groupe est parfois ingérable, mais qu'ils ont un bel avenir. Elle raconte ensuite que la mort d'Albert a été un coup terrible pour leur clan, c'était la star, et que le clan a vite commencé à décrocher, moment où l'ancien clan d'Oran, le groupe du héros, a pris de l'avance. Oran confie que le dragon noir leur a aussi posé d'énormes problèmes et qu'ils auraient pu perdre quelqu'un pendant ce combat, ce qui aurait anéanti leur équipe. Selma explique que le vide laissé par Albert est toujours béant, qu'ils n'ont jamais réussi à le combler et lui demande carrément s'il veut rejoindre leur groupe. Oran dit qu'il est honoré mais répond qu'un groupe n'a pas besoin de deux enchanteurs, surtout si l'un d'eux est le meilleur sorcier du continent.
Selma rougit mais précise qu'elle ne parlait pas d'enchanteresse mais de breteuse. Cela le surprend mais Selma lui dit qu'elle l'observera aujourd'hui pour voir quel type d'épéiste il est. Tout le monde se sépare en petits groupes et il se retrouve seul avec les 3 novices qu'il doit surveiller. Carole demande pourquoi ils se dispersent autant. Elle n'aime pas l'idée de se perdre dans le labyrinthe de ces cavernes, vraiment pas rassurant. C'est pour ça que les clans nombreux comme les lapins du ciel nocturne ont toujours un avantage. Ils fouillettent vite tout le réseau de cavernes. Logan assure qu'Oran est déjà allé au palier le plus profond connu, donc tout ira bien. Selma et Carole l'encerclent pour savoir à quoi ressemblent les niveaux profonds et quelles bêtes on y croise. Oran explique que les étages profonds commencent vers le niveau 72, que l'écosystème devient montagneux, neigeux, avec blizzards fréquents et des lézards de glace qui rôdent dans l'ombre, prêts à vous surprendre quand vous baissez la garde. Sur ce, Oran leur demande de rester concentrés car il ne veut pas les paniquer et il s'enfonce plus loin dans le donjon. La grotte paraît déserte, ce qui donne une atmosphère très étrange, et Logan dit qu'ils n'ont encore croisé aucun monstre à cet étage. Il se tourne vers Oran et demande si le 40e étage est habituellement comme ça. Oran secoue la tête tandis qu'un nœud se forme dans son estomac. Son intuition lui dit que quelque chose cloche vraiment aujourd'hui. Carole commence à faire du bruit en réclamant qu'elle veut se battre contre des monstres quand un gobelin bleu surgit derrière un rocher. Ravie d'enfin voir un monstre, elle fonce sans réfléchir. Oran tente de la retenir, mais elle est déjà lancée. Alors il utilise vite son affaiblissement d'agilité pour ralentir le gobelin, ce qui permet à Carole de l'achever d'une attaque rapide. Elle se met à jubiler, mais Oran lui reproche de foncer tête baissée. Il explique que les gobelins bleus sont rapides et puissants. Elle aurait pu être en danger et compromettre la position de Logan et Sophia. Carole reconnaît son erreur, histoire d'adoucir le coup. Oran décide de lui enseigner une défense active. Il faut lire les mouvements de l'ennemi et frapper au bon moment, juste avant qu'il puisse attaquer. Ça empêchera leur offensive d'avoir lieu et offrira un avantage fou au reste du groupe. Carole écoute bouche bée, mais Logan la bouscule bientôt et réclame lui aussi des conseils. Il leur dit de se retourner juste au moment où 2 loups monstres surgissent par derrière. Une piège magique se déclenche et les transperce. Oran dit à Logan de commencer par les sorts pièges. Ainsi, son équipe ne craindra plus les attaques surprises. Logan boit ses paroles, rêvant en silence de devenir mage comme Oran sur tous les plans. Oran se tourne alors vers Sophia et lui propose d'apprendre à lancer 2 sorts en même temps. Elle répond que ça a l'air compliqué, mais Oran promet que ce n'est pas si dur. Avec un peu d'entraînement, tout le monde peut en faire 2 à la fois et les pros peuvent de même en cumuler une 12aine. Sophia, stupéfaite, demande pourquoi elle ne pourrait pas simplement renforcer ses sorts actuels. Oran explique que les attaques plus puissantes demandent un temps de préparation, laissant une longue fenêtre de vulnérabilité. Si elle apprend à lancer plusieurs sorts, elle pourra préparer le second pendant que le premier s'exécute, réduisant presque totalement les temps morts et évitant d'être exposée en combat. Ils atteignent enfin la salle du boss. Les guides se regroupent et demandent aux débutants de rester en retrait pour observer pendant qu'ils s'en chargent. Oran entre avec le reste et leur ordonne de se concentrer sur l'attaque pendant qu'il les soutiendra. Le combat s'engage immédiatement. Oran passe à l'offensive, profite du moment parfait pour frapper et lacère les pattes du monstre juste alors qu'il allait attaquer, le faisant reculer en titubant. Avant que le monstre ait le temps de reculer et de retrouver l'équilibre, Oran avait déjà posé un piège derrière lui, créant un mur qui empêche le boss d'esquiver. Selma lance aussitôt une magie multi-cible, 5 cercles magiques à la fois, et attaque. Le tank encaisse pendant que l'épéiste achève le combat d'un seul coup de lame. Les débutants regardent, bouche bée. Le combat est plié en un instant. Logan n'en revient pas de la précision de ses rangs A, pas un geste inutile, tout est millimétré. L'expédition avance ainsi, nettoyant étage après étage, jusqu'à la salle du boss du 50e niveau. Un crabe géant à la carapace presque indestructible. Selma dit à Oran qu'il est le plus fort d'entre eux. S'il peut fendre la pince du crabe, les autres s'occuperont du reste et ils pourront tous rentrer faire la fête. Oran sourit, sort son épée et s'avance confiant vers le monstre. Pendant que le tank le met en garde, la carapace du crabe est réputée incroyablement dure, très difficile à briser. Oran n'en a rien à faire.
Il saute, fracasse son épée sur l'articulation du crabe et tranche sans effort la pince géante, supprimant ainsi la menace principale. Une fois cela fait, Selma et les autres finissent aisément le monstre. Tout le monde applaudit, l'expédition se termine et ils se préparent à rentrer. Jusqu'à ce qu'Oran ressente une terreur immense, que la réalité même se déchire et qu'un dragon noir sorte de la faille, volant droit sur eux. Le sang d'Oran se fige à la vue du dragon noir. Il hurle à tout le monde de fuir. Mais il semble être le seul à réfléchir, car même les autres guides rang A sont figés sous une pression écrasante. Et rang A, incapable de bouger, se demande « Mais pourquoi ça arrive? Pourquoi un monstre pareil à ces étages si bas ?» Seule Selma arrive à penser un peu, mais elle reste immobile. Elle comprend qu'elle doit prendre le commandement ici et maintenant pour permettre aux novices d'échapper à cette monstruosité, mais l'aura immense du dragon semble aspirer l'air autour d'eux pendant que Selma repense à toutes ces histoires effroyables sur le dragon noir, ce monstre qui fond sur les aventuriers et les réduit en miettes méconnaissables. Oran se met aussitôt à cogiter frénétiquement pour sortir de cette situation mortelle quand elle réalise soudain qu'ils ont déjà battu le boss du niveau. S'ils atteignent le cristal au fond de la grotte, ils peuvent se téléporter sains et saufs. C'est la seule sortie de ce pétrin. Il songe à rallier les autres à son plan, mais en se retournant pour les appeler, il voit qu'ils sont tous figés, hypnotisés, incapables de lâcher la bête des yeux. C'est terrifiant au-delà du raisonnable. Les monstres sont attirés par les foules, alors le dragon fera pareil, et s'ils ne bougent pas tout de suite, ils vont tous se faire pulvériser. Un instant, Oran pense tenter de courir jusqu'au cristal. Il pourrait survivre seul, mais il rejette l'idée, dégoûté de lui-même, et comprend qu'il doit combattre pour offrir aux autres le temps de fuir. Il décide de ne pas les trahir quoi qu'il arrive et de terrasser le dragon. Sur cette pensée, il saisit son épée et la dégoupille avec une détermination farouche pour protéger ceux qu'il aime. Il hurle aux autres guides de se placer, ce qui les sort de leur transe, et Selma reprend conscience aussi. Elle ordonne une posture défensive pour tenir les novices et des novices à l'écart, et les aventuriers de rang A se mettent immédiatement au boulot. La mage dresse une barrière magique pour encaisser l'attaque du dragon, mais Selmer s'aperçoit que sa magie est loin de suffire. Oran fonce sans peur vers la bête tout en lançant un sort protecteur pour renforcer les guides. Heureusement, cela suffit à leur éviter la mort certaine, mais ils sont secoués. Sans Oran, ils ne seraient que cendres. Oran évite l'attaque en reculant tactiquement sans laisser au dragon la moindre ouverture pour charger. Il sort vite un petit poignard et le lance dans l'œil du monstre. Le dragon cligne des yeux pour éviter de devenir aveugle. Exactement ce qu'Oran voulait, et il profite de cette seconde pour bondir sur la bête. Visant à la décapiter d'un seul coup d'épée, son coup provoque une explosion de poussière et de fumée qui envahit toute la caverne, laissant croire au guide qu'il a peut-être terrassé la bête. Mais Oran sait que ce n'est pas fini et reste sur ses gardes. Le dragon se redresse en hurlant de rage, indemne. Oran ordonne au guide de protéger les recrues de tous côtés, coûte que coûte. Pendant qu'il distrait le dragon, Selma semble hésiter, inquiète. Oran sourit et la rassure. Il a un plan pour gérer la situation. Il dit aux novices de tenir bon, puis se jette sur le dragon. Celui-ci concentre aussitôt son souffle enflammé et attaque, mais Oran esquive et se met à tourner autour de la bête, la provoquant du mieux qu'il peut. Selma et les autres restent bouche bée devant l'adresse et le courage d'Oran. Il a choisi d'affronter la créature seule. Selma se demande si c'était bien raisonnable, surtout face à la bête qui a tué le valeureux Albert. Elle comprend alors qu'elle tient énormément à Oran et qu'elle s'effondrerait si quelque chose lui arrivait. Oran, lui, est totalement concentré. Il évite coup après coup et parvient même à renvoyer une attaque du dragon. Il remet ça immédiatement, ce qui met la bête noire encore plus enragée. Logan et Sophia sont stupéfaits devant cette magie de réflexion, ils n'ont jamais vu ça. En effet, même les meilleurs mages du monde n'y parviennent pas. La réflexion magique fait partie des techniques originales d'Oran, renvoyant les attaques magiques à l'adversaire avec double puissance. À sa grande irritation, les écailles du dragon sont si dures que malgré l'énorme souffle de feu encaissé, il reste debout, indemne. Oran comprend qu'il n'a plus d'option et doit maintenant prendre des risques. Il utilise vite un boost multicast de caractéristiques, créant 6 cercles magiques d'un coup et dopant son potentiel. Selma est bouche bée.
Même les mages experts galèrent au-delà de 3 cercles et lui en aligne 6 comme si de rien n'était. Elle hésite à intervenir car même gonflé, Oran suffirait difficilement au monstre. Avant qu'elle ne décide, il se lance un deuxième sort de boost global puis enchaîne aussitôt avec un autre renfort. Au total, il multiplie et double ses stats 6 fois, laissant le guide sans voix. C'est censé être impossible et Oran s'illumine électrique comme un Super Saiyan en pleine fureur. Le dragon, ignorant ce qui est arrivé à Frieza face au Saiyan, le vise encore d'un coup de queue, mais Oran disparaît et réapparaît accroché à la corniche si vite que Selma pense qu'il s'est téléporté. Selma tremble en comprenant l'étendue réelle d'Oran. Il dépasse le niveau de tout mage de soutien connu et redéfinit littéralement la façon dont on perçoit la magie. Enchaînant sort sur sort, Oran atterrit au sol, mais du sang commence à perler à son nez. Il a poussé ses capacités au-delà du potentiel humain et son corps le paie. De plus, son mana fond à vitesse grand V. Il utilise en fait l'équivalent de 32 sorts simultanément, un fardeau insoutenable sur la durée. Il sait que sa seule chance est de tout donner et de conclure vite. Alors il fonce sur le dragon, esquive et bondit pour frapper d'en haut. Le dragon comprend et tente de l'écraser d'un coup de queue, mais Oran n'est pas idiot. Il crée un bloc de mana sur lequel il se hisse, faisant rater les stocks du monstre. Logan, bouche bée, se demande si c'est encore un de ses sorts originaux. Oran utilise sa technique spéciale, la convergence magique, qui puise le mana ambiant pour le concentrer en un point. Oliver a la même capacité, mais il l'utilise uniquement à l'offensive et laisse systématiquement la défense à Oran. Il se rue de nouveau sur le dragon et aiguise son épée avant de le taillader encore une fois. Cette fois, il réussit et porte un coup dévastateur au cou du dragon, tranchant son armure épaisse et blessant la chair sous les écailles. La bête s'effondre avec un lourd fracas pendant que Logan et Sophia fêtent la victoire, convaincus que le monstre est fini. Selma sait mieux que de se faire des illusions. Le dragon n'est sans doute que blessé et Oran semble au bout du rouleau, titubant au sol, tentant de retrouver son équilibre et de maintenir l'assaut pour ne pas laisser le dragon se relever. Elle voudrait intervenir pour aider Oran, mais sachant que les plus forts du clan n'ont pas réussi à toucher la bête, que peut-elle bien faire à part se demander si elle servira à quelque chose? Le dragon se remet assise et crache un souffle enflammé pour créer de l'espace, puis canalise une magie noire autour de lui et lance une volée de lances magiques sur Oran qui use de sa vitesse pour en esquiver la plupart. Oran repense aux jours colorés et joyeux où il jouait dans les rues avec Oliver, insouciant. Avant que tout bascule, des bandits ont attaqué leur village, tout a été détruit, ils ont perdu leurs proches et n'ont rien pu faire d'autre que pleurer tandis que tout brûlait. Le lendemain, ils enterrent tous ceux qu'ils trouvent et jurent de devenir chaque jour plus forts pour protéger à jamais les gens et les choses qui leur importent afin que plus rien ni personne ne leur soit volé. Oran puise dans ses souvenirs et s'en sert de carburant en sortant de la poussière, marchant droit vers le dragon, refusant de céder face à la mort certaine. La bête prépare son attaque la plus puissante, celle qui a fauché tant d'aventuriers qu'on la craint, comme la mort en personne. Oran se prépare, et quand le dragon envoie ses lances magiques, il se faufile entre elles, les épargnant d'un cheveu, puis continue sa charge et lance une boule de feu en diversion, avant d'essayer de trancher la tête du dragon. À son horreur, le coup d'épée échoue, les écailles du dragon se durcissent comme un bouclier indestructible. Il recule vite, évite la plupart des lances magiques et érige un mur devant lui pour se protéger. Le dragon change de schéma et courbe une des lances pour attaquer par derrière, ça aurait tué n'importe qui. Oran, lui, réfléchit comme un dieu et renvoie la lance loin de lui, sauvant sa peau. Il relance l'assaut, esquive et contre-attaque, empêchant le dragon d'avoir une ouverture contre les novices. Il repense à son ancienne équipe, chacun avec son rôle, et se retrouve seul maintenant. Il chasse ses pensées, il s'est juré de terrasser le dragon tout seul, de devenir un aventurier capable de survivre sans groupe dans n'importe quel donjon. Il place alors une carte piège qui bombarde le dragon avec une précision implacable, lui offrant le temps de charger une convergence magique dans son épée, comme l'ultime d'Oliver, sauf que sa lame est toute noire. Mais bon, une fois qu'on devient Dark, on ne revient pas en arrière. Il concentre l'attaque, vise le dragon de toutes ses forces, tranche l'attaque ennemie et le frappe en plein thorax. Avant qu'il n'ait eu le temps de fêter quoi que ce soit,
Le dragon se relève et passe à l'offensive, forçant Oran à fuir et à esquiver en cascade. Ses buffs tombent, il puise le reste de son mana pour remonter ses stats et assène un coup puissant qui le projette hors du ciel. Le dragon survit cependant et se relève encore. Oran respire fort. Eux deux sont à bout de souffle. Même son épée éclate en 1000 morceaux. Il décide alors tout ou rien. Il ouvre un trou sombre devant lui et concentre l'énergie autour pour forger une lame d'énergie ultra focalisée, la saisit à deux mains et se prépare à frapper. Le dragon lâche aussitôt ses lances magiques sur Oran, mais ce dernier, avec ses dernières forces, esquive toutes les attaques tout en utilisant des sorts de blocage et de renvoi pour désorienter la bête. Finalement, il se repousse d'un des reflets magiques et fonce vers le dragon, lançant son attaque la plus puissante sur sa tête, provoquant une énorme explosion qui couvre tout de poussière. Quand la poussière retombe, Selma trouve Oran encore en vie, haletant contre son épée sans réaliser qu'il vient d'entrer dans l'histoire, premier à vaincre le dragon noir et en solo. À l'extérieur de la grotte, une foule immense s'est rassemblée à la nouvelle du dragon noir, mais Luna et son groupe parviennent jusqu'à l'entrée, espérant arriver à temps pour sauver le plus de gens possible. Luna ordonne aux curieux de reculer, un dragon noir est en liberté, mais en les traversant, elle s'immobilise face à face avec le dragon. Oliver la suit, terrifié, dégainant une épée prêt à en découdre. Luna lui dit de se calmer et de reculer. Quelque chose cloche chez la bête et quand les autres arrivent, on voit bien que le dragon noir est déjà mort. La troupe du héros est sous le choc, incapable d'imaginer quel groupe aurait pu terrasser une telle créature, mais pas besoin de longues réflexions. Luna aperçoit Oran à peine debout, tout son poids appuyé sur son épée, complètement amoché. Elle se demande si Oran et les aventuriers restés dans la caverne ont réussi à battre la bête. Elle lui ordonne des soins, mais Oran la repousse et demande juste qu'on nettoie les lieux. Luna reste sans voix, ne sachant quoi dire à celui qu'ils avaient eu virer du groupe pour lui remonter le moral. Son regard se porte sur les compagnons d'Oran dans la grotte et aucun n'a la moindre égratignure après un monstre pareil. Et là, tout s'éclaire pour elle. Oran a terrassé le dragon noir tout seul, elle n'en revient pas, mais il n'y a pas d'autre explication. En passant devant ses anciens coéquipiers, le tank idiot demande à Oran ce qui s'est passé avec le dragon. Mais Oran l'ignore, comme ta crush qui ne daigne jamais te répondre et continue d'avancer. Le tank imbécile lui hurle de répondre, mais Luna lui intime de la fermer. Comme c'est évident qu'Oran a terrassé le dragon, le tank se met en colère contre elle. Et tel un fan moyen d'Inseltat, il fonce sur elle. Elle gèle simplement le type sur place avec sa magie, et l'aurait laminé si Oliver n'avait pas ordonné qu'on cesse le combat. Il regarde Oran avec rage, vexé d'avoir été éclipsé. Cette nuit-là, Sophia note tout ce qui s'est passé durant l'expédition de 3 jours pour son rapport, mais tout ce qu'elle arrive à écrire, c'est Oran et à quel point il déchire. Elle se rappelle qu'il ne lui a pas seulement appris les bases de la magie et à mieux travailler en équipe, il lui a aussi sauvé la vie en affrontant le légendaire dragon noir, et tout seul en plus. Avant qu'elle n'achève son rapport, Selma entre, épuisée par la journée. Elle va s'effondrer direct sur le lit, prête à dormir, mais Sophia la traîne jusqu'au bain pour une session revigorante où Selma lui demande ce qu'elle a pensé du style de combat d'Oran car elle n'y comprend rien. Pour elle, Oran est d'une force inconcevable, un puits sans fond de puissance inatteignable. Sophia, elle, a une autre lecture. Pour elle, Oran maîtrise si bien les bases qu'il accomplit des prouesses légendaires en optimisant corps et technique. Elle explique qu'Oran leur a appris à chacun à mieux jouer leur rôle et elle a remarqué les mêmes principes dans son propre style. Sauf qu'Oran tenait à lui seul le rôle du mage, du soigneur, du tank et de l'épéiste. Cette révélation éclaire Selma qui remercie Sophia pour l'info. Le lendemain matin, Oran se réveille en souffrance, tout son corps le fait atrocement souffrir. Il se lance un sort contre la douleur pour pouvoir marcher et commence à s'habiller quand il voit Selma venir le voir. Il descend la retrouver dans la cantine où ils discutent autour d'un café noir. Elle lui demande comment il va, il répond qu'il se porte bien sans préciser qu'il avale 1 tonne d'antalgique juste pour tenir debout. Soudain, Selma se lève et s'incline profondément, remerciant Oran de lui avoir sauvé la vie et d'avoir protégé tous les recrues, assurant le succès de l'expédition sans aucune perte. Oran lui dit de ne pas s'en faire, que c'était un effort d'équipe. Selma lui demande alors s'il peut l'accompagner à la guilde, car le chef veut lui parler.
Oran accepte, n'ayant rien de mieux à faire, et tous deux vont à la guilde où le leader, un peu nerd, est installé confortablement sur le canapé. Et il va droit au but et demande à Oran s'il veut rejoindre les Lapins d'Argent du ciel nocturne comme attaquant de première ligne dans leur équipe la plus puissante. En plus, il lui propose le grade de lieutenant pour qu'il puisse mieux guider et gérer le quotidien du clan. Oran est abasourdi. Être lieutenant, c'est énorme, généralement réservé aux plus anciens ou aux fondateurs. N'importe qui aurait sauté sur l'occasion, mais Oran n'est pas n'importe qui. Il demande donc au nerd un peu de temps pour réfléchir, ce qu'il lui accorde volontiers. En rentrant, Oran repasse toute la conversation en boucle, encore incrédule qu'un des meilleurs clans veuille qu'il dirige leur meilleure équipe et en plus qu'il devienne l'un des dirigeants, il décide d'aller discuter avec le vieux qui forge son armure pour avoir son avis. Oran craint toujours d'être utilisé puis jeté comme ses anciens coéquipiers, mais le vieux rit et lui dit d'arrêter d'être aussi dramatique tout le temps. Ils parlent encore un peu, puis Oran reçoit une convocation à la guilde des aventuriers et s'y rend. Les membres sont déjà assis pour une commission d'enquête. Il prend place, le maître de guilde lui demande s'il est vrai que le dragon noir est apparu au 50e étage et qu'il a dû l'affronter seul. Oran acquiesce, mais Derek ouvre sa grande bouche en prétendant qu'il l'avait déjà affaibli, que le dragon s'est enfui et qu'Oran a failli porter le coup de grâce et se réclame du kill. Anne intervient aussi, disant qu'il devrait leur être reconnaissant de lui avoir sauvé la vie et de l'avoir rendu célèbre du jour au lendemain. Oran les regarde simplement et leur ordonne de fermer leurs bouches idiotes, ce qui met Derek en colère qui se lève. Mais c'est tout ce qu'il peut faire, car Luna lui ordonne de s'asseoir tout de suite. Oran passe à l'offensive et se tourne vers Oliver. Pourquoi diable est-il allé directement au niveau 92 juste après avoir recruté un nouvel enchanteur pour leur groupe? Il lui demande si Oliver n'est pas devenu trop sûr de lui, parce qu'ils ont déjà affronté ce palier plusieurs fois. Oran rappelle qu'il a prévenu à plusieurs reprises qu'il n'était pas assez fort, ils ne font que le passer de justesse, et qu'il voulait farmer encore un peu avant de monter. Il affirme qu'il y a eu des moments où ils ont failli perdre un coéquipier, ce qui devrait suffire à reprendre raison. La chance finit toujours par tourner. Oliver, tout content, répond que c'est parce qu'ils étaient faibles à cause de lui qu'ils n'ont réussi la salle qu'à l'arrache. C'est pour ça qu'ils ont embauché un nouvel enchanteur. Avec un enchanteur plus compétent, il pensait qu'il pouvait aller plus loin. Il dit qu'il n'est même plus énervé d'avoir été viré. Ce qui l'énerve, c'est qu'Oliver ne respecte pas du tout ses enchanteurs. Oliver affirme qu'être enchanteur, c'est super facile. Tu te tiens derrière, au chaud, et tu t'assures juste que les buffs ne tombent pas. Furieux, Oran se lève et leur énonce exactement à quel moment chaque buff expire. Il explique que chaque personne a un timer de buff différent et que l'enchanteur doit tous les mémoriser pour les relancer à temps tout en donnant des ordres et en analysant le combat. Pendant ce temps, Selma est assise dans le jardin et repense à toute l'expédition. Elle aimerait avoir quelqu'un comme Oran dans son groupe, mais se demande s'il aurait envie de coéquipier après ce qui lui est arrivé avec son équipe précédente. Et puis, Hido Sonte n'a même pas besoin d'un groupe à présent. C'est une armée à lui tout seul capable de tout gérer. Elle se revoit pendant le combat contre le dragon noir essayer de lui donner des buffs et lui dire de ne rien faire parce que ça le déconcentrerait. Cette idée lui traverse l'esprit, même si elle le rejoignait, elle ne ferait que le ralentir. Quand Zafia, Logan et Carol arrivent en courant vers elle et Oran pour lui parler de rejoindre la guilde, Selma soupire en affirmant qu'elle doute qu'Oran ait besoin d'une équipe. De toute façon, ils le ralentiraient tous. Logan et les autres répliquent qu'ils le savent déjà. Mais un jour, en se battant avec lui, ils deviendront plus forts petit à petit et il devra enfin les reconnaître comme des camarades. Selma n'avait pas vu les choses sous cet angle, elle comprend que les gamins ont raison. Elle peut apprendre d'Oran et s'améliorer aussi. Elle leur dit qu'on peut le trouver à la guilde et ils se précipitent aussitôt à sa recherche. À la guilde, Oran finit par sortir pendant que le maître de guilde décide de la sanction pour participation forcée. En se dirigeant vers les rues animées, il voit Sophia et la bande courir vers lui et comprend tout de suite ce qu'ils veulent. Il se jette vite dans une ruelle et continue de courir pendant qu'ils le poursuivent en criant qu'ils veulent juste lui parler. Après s'être échappé en sautant sur ses blocs magiques, il parvient à se réfugier dans la boutique du vieil homme, qui ricane en disant qu'on dirait qu'il a peur d'un groupe d'enfants. Oran répond qu'il ne veut pas leur faire de peine en avouant qu'il ne souhaite pas vraiment rejoindre de groupe pour l'instant. Le vieil homme lui rétorque qu'il sait qu'Oran cherche encore un endroit où appartenir, mais qu'il n'a pas à le faire tout seul.
Cette nuit-là, Oran monte une falaise pour être seul et réfléchir aux paroles du vieil homme. Il tombe soudain sur Sophia qui affirme que c'est son endroit préféré puisque d'ici on voit la lune parfaitement. Elle s'incline et remercie Oran de leur avoir sauvé la vie l'autre jour, puis l'invite à rejoindre les lapins d'argent du ciel nocturne parce qu'elle veut travailler encore plus avec lui. Il ne répond pas tout de suite, mais lui demande en retour ce que représente la guilde pour elle. Elle réfléchit un instant puis dit que la guilde lui a donné tellement de bons souvenirs que c'est comme une maison pour elle. C'est là qu'elle a sa place. Ça touche Oran et il prend sa décision sur le champ. Le lendemain matin, il va rencontrer le chef des lapins d'argent et dit au nerd qu'il accepte son offre d'intégrer la guilde. Selma, planquée je suppose, sort aussitôt pour le féliciter en lui remettant l'uniforme. Avec ça, il sort et trouve Sophia et les autres qui courent vers lui, essoufflés, impatientes de savoir s'il a vraiment accepté le poste. Oran, lui, sourit et dit qu'il a hâte de vivre d'autres aventures avec eux. Une nuit après ça, il rêve de son enfance, des combats avec Oliver sous le regard perçant des instructeurs. Chacun observe le moindre geste. Oliver est tendu à bloc, Oran joue cool mais finit par se faire désarmer. Il sourit et retombe au sol dans un bruit sourd, avouant qu'Oliver est trop fort, qu'il ne peut pas le battre. Oliver, furieux, réplique qu'il sait qu'Oran est bien plus fort que ça et qu'il le battait toujours avant. Oran prétend ne plus être aussi fort et concède qu'Oliver l'a surpassé depuis longtemps. Oliver n'est pas satisfait mais ne peut rien y faire, le regarde avec colère et s'en va sans un mot de plus. Oran reste à terre quand une fille aux cheveux argentés, Séon, son amie, accourt et lui demande s'il va bien. Il se relève en souriant, dit que tout va bien mais qu'il est gêné qu'elle l'ait vu se faire battre comme ça. Séon répond qu'elle a trouvé son combat héroïque et qu'il était très classe. Elle affirme déjà savoir ce qu'Oran pourrait faire s'il révélait sa vraie puissance. Et Oran dit qu'il ne peut plus, son cœur est faible et son corps ne suit plus. Séon promet cependant qu'un jour elle l'aidera à régler ça. Mais comme dans les dossiers d'Epstein, ses paroles sont effacées de sa mémoire et il ne se rappelle plus exactement de quoi elle parlait. Comment ils étaient en réalité une seule et même personne, ce qu'ils juraient d'accomplir ensemble et où elle a disparu. De l'autre côté du royaume, Séon est pourtant bien vivante et dirige maintenant une secte de 3 qui décime 5 groupes d'aventuriers simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à leur faction. Après que tous les aventuriers eurent péri, ils décidèrent d'avancer, mais soudain, un type en robe blanche apparaît devant elle et lui dit que les chefs du culte viennent d'apprendre qu'un certain inconnu du royaume du Nord aurait vaincu seul le dragon noir. Et on ordonne à Séon d'aller enquêter sur ce personnage. Elle doit tenter de le recruter pour le culte, et s'il refuse, ils doivent le tuer sur le champ. Séon y réfléchit et réalise que ça ne peut pas être Oliver. Il est trop célèbre pour être un inconnu. Qui ça pourrait être alors ? Mais ça lui importe peu, si cet homme s'oppose au culte, elle le tuera sans hésiter. Sur ce, Séon et son groupe prennent la route vers le royaume du Nord, sans savoir que la cible qu'elle doit éliminer n'est autre que son amie d'enfance Oran. La gamine aux cheveux roses du groupe affirme que le royaume du Nord est toujours sous l'emprise de l'église, donc ils devront faire très attention à leurs actes. S'ils sont repérés, ils finiront sûrement jetés au cachot. Séon convient qu'il faut rester discrète et infiltrée, mais elle a une drôle de sensation à propos de cette mission et espère que tout cela se terminera vite. Elle n'a vraiment pas envie d'aller là-bas. Il s'avère qu'elle a aimé Oran pendant toute son enfance et qu'on lui a fait croire que les anciens de l'église l'avaient poussée à se donner la mort. Le jour où elle l'a appris, son cœur s'est figé en pensant à toutes les promesses de rester toujours ensemble et de combattre côte à côte. Elle a pleuré jusqu'à en avoir le sang glacé de colère ce jour-là et elle n'a jamais été la même. Depuis, elle jura d'anéantir l'église et les gens qui ont conduit Oran à la mort. Pendant ce temps, Oran est en réunion avec les hauts membres des Night Silver Rabbits où le leader à lunettes, un nerd, le présente comme la raison principale du succès de leur expédition, seul qui, en abattant le dragon noir tout seul, a sauvé les recrues et les guides. Le Intello annonce aux autres qu'il croit aux capacités d'Oran et le nomme lieutenant pour remplacer leur héros bien-aimé Albert, mort l'an dernier en combattant le même dragon. Il dit que quiconque a un problème peut parler maintenant, et un vieil homme prend alors la parole. Il affirme ne pas être contre qu'Oran devienne un des chefs, mais demande s'il sait ce que cela implique et s'il a la capacité de prendre les bonnes décisions,
car en devenant lieutenant, il ne répondra plus seulement de sa vie, mais aussi de celle de ses hommes. Il explique que tant de vies dépendent de ce clan, que chaque décision touchera tout le groupe et que pour beaucoup ici, le clan est tout ce qu'ils ont. Ils doivent donc toujours penser au bien du clan, même si cela signifie souffrir personnellement. Horan se souvient de sa promesse et un flot de douloureux souvenirs lui revient, lui faisant comprendre qu'il ne peut pas faire du clan toute sa vie. Il répond honnêtement et dit à l'ancien idiot qu'il a une vie en dehors du clan, contrairement à beaucoup, et qu'il ne peut tout leur consacrer. Tous dans la salle sont choqués, même Selma ne s'y attendait pas. Le vieil homme explose, demandant s'il comprend que cette déclaration le rend inéligible, qu'il ne devrait même pas être membre, alors que fait-il ici ? Horan répond qu'il est là parce qu'il sait qu'il protégera tous ceux qu'il aime. Selma comprend qu'Horan ne se soucie pas du clan en tant qu'entité, mais des personnes qui le composent. Le vieil homme est encore confus, alors Horan lui explique clairement qu'il fera tout pour protéger ses camarades, mais rien de plus. Rien de plus, rien de moins, le vieux recule finalement et l'intello lance un vote pour ceux qui n'ont aucun problème à voir Horan lieutenant. Victoire écrasante, il devient l'un des célèbres lieutenants des lapins d'argent du ciel nocturne. Selma l'emmène dans le couloir pour le présenter à sa première unité, mais avant qu'il n'arrive, une fille interpelle Selma par derrière, disant qu'elle veut parler au nouveau lieutenant. Selma sourit et présente la jeune fille, Stella du service gestion. Stella demande à Horan s'il est doué pour apprendre aux autres et dit qu'il y a une nouvelle équipe qu'elle aimerait qu'il aide. Selma pense que c'est une bonne idée, mais Horan s'inquiète d'un conflit avec l'unité 1. Selma le rassure et lui dit qu'il aura bien plus de temps libre qu'à l'époque du Parti des héros. Stella dit qu'elle va lui envoyer des documents sur cette équipe, puis file et Selma le conduit dans une salle où il rencontre enfin l'unité 1. Ils prennent place autour d'une table et la fille aux cheveux bleus se présente. Ren, la mage du groupe. Horan remarque que malgré son âge, elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose à montrer. Rain se sent maladroite, mais la blonde prend la parole. Elle s'appelle Otis et c'est la soigneuse. Le dernier membre est un grand aux cheveux argentés, sûrement le gars qui plaît à toutes. Will, le défenseur qui joue les tanks. Enfin, Horan se tourne vers Selma qui se présente officiellement comme enchanteresse et chef du groupe. Horan comprend que ces gens seront désormais ses compagnons d'armes, prêts à se battre et, si besoin, à donner leur vie pour lui. Par politesse, il se lève et se présente. Horan, attaquant de première ligne de cette équipe. Will sourit et confie que depuis la perte d'Albert, il a tenu ce rôle sans s'en estimer capable. Selma lui dit d'arrêter les manières et de se détendre, mais Will, avant même qu'il s'asseye, lui demande comment il a tué le dragon noir. Selma voit qu'Horan est mal à l'aise et lui explique qu'il n'est pas obligé de répondre s'il ne veut pas. Horan rétorque qu'il doit partager l'information avec ses coéquipiers pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Horan commence à expliquer et affirme que la raison principale pour laquelle il a pu vaincre le dragon seul, c'est grâce à 2 sorts originaux qu'il a créés. Ren est choqué d'apprendre qu'Horan a inventé des sorts originaux, puis il explique que son premier sort s'appelle Impact et multiplie par 100 l'effet de n'importe quel équipement ou magie, et que le deuxième est un sort multiplicateur pour booster les magies de soutien et à peu près tous les buffs. Il révèle que pendant le combat contre le dragon, il a multiplié ses propres buffs par 32, ce qui stupéfie Rain et Otis, qui disent à Hadakan que ce sort lui donnerait un énorme avantage sur à peu près n'importe qui. Il précise qu'il ne peut utiliser ce sort que sur lui-même et que la contrainte sur l'utilisateur est si forte qu'il ne peut pas le garder longtemps. Il se souvient que le combat contre le dragon noir a duré un peu trop et qu'à la fin, il était dans un sale état. Otis demande que s'il est si fort, cela veut dire qu'il peut tenir n'importe quel rôle, mais Horan avoue qu'il ne peut utiliser que la magie de rang moyen quoi qu'il fasse. Cela les surprend tous. Selma demande comment c'est possible alors qu'il sait assez de magie pour créer ses propres sorts. Horan baisse les yeux et dit qu'il ne sait pas non plus pourquoi il ne peut pas user de magie avancée. Quoi qu'il en soit, ses sorts originaux compensent ce défaut et l'empêchent d'être complètement inutile. Selma annonce qu'elle veut que tout le groupe descende bientôt en donjon pour s'entraîner en équipe et prendre le rythme. Mais Horan dit qu'avant ça, il a besoin d'une épée. Rain est étonné qu'il n'en ait pas encore commandé une et dit qu'il faudrait des jours pour en faire une sur mesure,
Mais Oran affirme qu'il se sert d'une épée du commerce et peut en acheter une en ville en 2 minutes. Ils sont tous choqués, ce sont des armes de débutants et ils n'en croient pas leurs yeux que le tueur de dragons en use une au lieu d'une pièce personnalisée. Ils le traînent chez le forgeron du clan qui leur dit que pour quelqu'un du calibre d'Oran, il faudrait un objet des couches les plus profondes du donjon. Oran le rassure, sort une série d'artefacts pris dans les donjons profonds, dont l'écaille du dragon noir. Tout le groupe se fige et Oran comprend qu'il a commis une erreur en rouvrant une vieille blessure. Il aurait dû se rappeler qu'ils avaient été vaincus par cette menace même et qu'ils y avaient eu perdu des compagnons si chers. Il tente de s'excuser, mais Rain se remet de son PTSD et dit à Oran que l'écaille noire du dragon ferait une épée digne d'être maniée par un tueur de dragons lui-même. Quelques jours passent et Selma convoque l'équipe un matin pour parler d'une quête qu'on leur a confiée. Tout le monde s'assoit, mais Oran trouve ça étrange, de nouveau en groupe alors qu'il pensait repartir seul. Il avait presque oublié ce sentiment. Selma ouvre la réunion en révélant que la gestion des aventures leur a demandé de récolter des peaux de moutons nocives et qu'ils iront au 86e étage pour travailler aussi leur travail d'équipe. Oran se jure qu'il fera en sorte que ce groupe dépasse le niveau 94 pour qu'il puisse s'enorgueillir d'être l'égal d'un groupe de héros. Un peu plus tard, ils entrent enfin au 86e étage, qui fait partie des donjons inférieurs. Mais le paysage est si beau que tout semble paisible, ce qui détend les aventuriers, et c'est justement ce qui rend ce niveau si dangereux. Ils ne doivent surtout pas baisser leur garde, Selma leur ordonne de ne pas se laisser distraire par le décor. Il y a beaucoup de dragons terrestres à ce niveau, des vermines coriaces, et de toute façon, leur objectif principal ici est de travailler leur coordination avec Oran. Selma répartit les rôles. Will devra attirer l'attention des monstres le plus longtemps possible, tandis que Rain attaquera par l'arrière avec sa magie explosive. Otis fera partie de l'assaut, prêt à lancer ses soins à la moindre alerte. Selma veillera elle-même à ce que tout le monde soit boosté en permanence. Et c'est elle qui donnera les ordres. Oran sera leur atout, l'attaquant en première ligne qui infligera la majeure partie des dégâts. Otis se tourne vers Oran et affirme qu'il est probablement assez fort pour gérer les monstres seul, et même Will en convient, se demandant s'il ne serait pas seulement un obstacle pour lui. Soma se tourne vers Oran en disant que si lui préfère attaquer en solo, ça ne la dérangerait pas non plus, mais Oran réplique aussitôt qu'il fait partie de l'équipe et suivra tous ses ordres. De plus, leur objectif principal aujourd'hui, c'est d'apprendre à fonctionner correctement en équipe. Pour ça, il va falloir coopérer et vraiment se synchroniser. Selmer admet qu'Oran a raison et que sa proposition était franchement stupide. Mais avant qu'elle n'ait le temps de reprendre ses esprits, une boule de feu géante leur est lancée dessus. Selma était complètement ailleurs et ne bouge pas alors qu'Oran, trop vif, esquive et d'un mur défensif, protège tous ses coéquipiers en un instant. Il comprend tout de suite que c'est l'œuvre d'un dragon de terre, mais il n'y en a aucun en vue. Ils vont donc devoir le localiser. Otis s'avance et rassure Oran. Pas de souci, elle s'en charge, elle a une compétence spéciale, la traque magique. Celle-ci lui permet de trianguler l'emplacement exact des ennemis, juste à partir de l'aura magique laissée après l'attaque. Elle scrute la zone et repère vite l'ennemi tapi derrière des buissons. Elle utilise une de ces sortes de pistolets fumigènes magiques pour appâter la bête, pendant que Will se prépare à intervenir. Le monstre se précipite vers eux, Will fonce aussi. Selma sourit en disant qu'au moins Oran voit maintenant la force du groupe, tandis que Rain charge son attaque magique. Le monstre envoie une autre boule de feu sur Will, mais cette fois, il est prêt et tranche la boule en deux sans difficulté. D'autres salves arrivent, mais Will les coupe ou les évite indemnes. Après avoir attiré le monstre au bon endroit, Will recule et Rain pose une de ses cartes piégeuses avant d'anéantir la créature avec sa magie explosive. Même Oran est surpris. Ils ont si bien coordonné leurs actions que le dragon a été expédié en un rien de temps. Oran regarde Will et sa gigantesque lance. Il réalise qu'il ne faisait pas que renvoyer les attaques, il les annulait complètement, neutralisant la magie. Et Rain a sorti un sort de grade spécial quasi nucléaire, avec une telle aisance et rapidité que la bête n'a même pas eu le temps de réagir. N'importe quel lanceur aurait mis le double de temps pour lancer la même attaque. Otis a été incroyable aussi, grâce à sa traque des ennemis, il n'y a quasiment aucune chance qu'on se fasse surprendre par des opérations ennemies de sitôt. Et Selma est celle qui les lie tous ensemble, formant l'un des meilleurs groupes parfaitement synchronisés qu'il ait jamais vu. Oran dit en face à Selma qu'il est impressionné par tout le monde dans leur unité, ce qui la fait rougir, mais avant qu'elle réponde, un grondement attire leur attention.
2 dragons de terre se réveillent, prêts à en découdre. Selma annonce que c'est parfait, ils vont enfin pouvoir travailler leur coordination. Will et Oran se précipitent sur les dragons à toute vitesse, mais Oran s'arrête net, sentant que quelque chose cloche et envoie une flèche de pierre dans ce qui semblait être un champ vide. Son intuition était juste, un monstre tortue magique se cachait non loin, se faufilant vers Selma et les filles pour les prendre par surprise. L'intervention d'Oran évite la catastrophe, mais il reste coincé entre les 2 dragons de terre et la tortue blindée. Selma prend immédiatement les commandes. La carapace de la tortue est ultra résistante, mais elle est lente, parfaite pour les lanceurs de sorts. Elle ordonne à Rain et Otis de s'en occuper, pendant que Will et Oran gèrent les dragons sans craindre d'être attaqués par la tortue. Oran savoure la scène. Les directives de Selma sont nettes et précises. Elle est quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Les dragons foncent vers Oran en lançant des boules de feu. Mais Will se tient devant, tel un mur infranchissable, tranchant les boules de feu pour les distraire, pendant qu'Oran décide de les contourner pour prendre un meilleur angle. Oran comprend que ce groupe fonctionne exactement comme il l'imaginait pour une équipe de héros, même si tous étaient trop paresseux pour suivre les ordres. Il se place, active ses buffs magiques pour renforcer sa finesse et sa force et attend les consignes. Selma lui demande d'attendre 5 secondes pour que les dragons se désorganisent, puis d'attaquer en même temps que Will. Oran patiente, tandis que Will attire une attaque des dragons de pierre, puis recule. Alors qu'Oran tranche les dragons en 2 avec son coup d'air, les tuant sur le coup, les filles, de leur côté, frappent la tortue par une attaque foudroyante, puis un souffle de feu et enfin un champ de glace qui la pulvérise complètement. Nouvelle victoire pour le groupe. Après ce combat parfaitement exécuté, il traverse les champs et Oran affirme que ça faisait une éternité qu'un combat ne lui avait pas paru aussi simple. D'habitude, il doit toujours en baver beaucoup plus. Selma s'arrête et demande sérieusement à Oran s'il pense, selon lui, qu'ils sont prêts en équipe pour affronter le 92e étage. Oran répond qu'ils le sont largement et qu'il croit même qu'il pourrait terrasser le dragon noir sans lui. Si Selma garde son sang-froid, elle a néanmoins vu le dragon noir de ses propres yeux pendant l'expédition d'entraînement très récemment et sait qu'il est terriblement puissant. Elle ne veut perdre personne de plus. Quand le soleil commence à se coucher, ils ont terminé leur mission et récupéré les pots de 9 Noxious Ships, largement suffisant pour parler de réussite totale. Oran demande alors à Selma où trouver le bureau de gestion des aventuriers. Comme ils l'ont appelé, Selma lui dit de ne pas s'inquiéter, elle l'accompagnera puisqu'elle doit aussi rendre compte du succès. Oran la remercie et le soir venu, ils vont tous fêter ça au pub, mangent comme des rois et racontent la journée. Quelques verres plus tard, Selma est pompette et se montre entreprenante envers Oran qui sent qu'il ne tiendra pas si elle continue. Avant qu'il n'agisse, Rain surgit à côté de lui, colle son bras au sien et se fait très proche. Will observe amusé, encourage Oran en l'appelant grand séducteur, mais Oran en peut plus. Au moment de lucidité après l'envie, il lance un sort de sommeil et plonge les 2 filles dans un profond sommeil. Un peu plus tard, alors que Sophia se détend dans sa chambre en attendant sa sœur, on frappe à la porte. Elle s'attendait à sa sœur, mais entend Oran lui demander d'ouvrir. Au début, elle a eu peur d'ouvrir en se disant qu'elle n'était pas vêtue comme il faut. Mais Oran dit qu'il est avec Selma et qu'il faut qu'on le laisse entrer. Sophia ouvre et voit Selma littéralement sur le dos d'Oran, pire qu'une balade honteuse comme elle en a l'habitude. Sophia comprend que sa sœur est faite pour la rue et lui ordonne de descendre tout de suite du dos d'Oran. Elle remarque aussi qu'ils ont dû bien s'amuser, vu le sourire d'Oran en arrivant. Elle se sent exclue et tiraillée. Elle a clairement des sentiments pour Oran et plus tard dit à Selma qu'elle a peut-être mis Oran mal à l'aise. Selma s'excuse et file sous une douche brûlante. Sous l'eau, elle repense au regard de Sophia sur Oran et sait sans doute qu'Oran est son premier amour et qu'elle ne doit rien faire pour gâcher ça. Mais en même temps, elle ressasse tout ce qu'elle a dit à Oran, se rappelant même l'avoir trouvé beau. Elle sombre dans une spirale en s'interrogeant. Est-ce juste de l'admiration pour un aventurier ou autre chose? Ou alors y a-t-il des sentiments plus profonds qui risquent de saboter sa relation avec sa sœur à l'avenir? Le lendemain matin, Selma accompagne Oran à l'accueil de la direction, où il retrouve Stella. Son bureau ressemble plus à un ouragan qu'à ma vie sentimentale.
Mais comme moi, elle n'en a visiblement rien à faire et continue sa journée. Elle présente Oran à Carla, la bombe qui s'occupe des nouveaux aventuriers. Carla accueille Oran chaleureusement et annonce qu'il prendra en charge le groupe numéro 10 et assurera leur entraînement dorénavant. Elle lui demande s'il a consulté leurs dossiers et Oran répond qu'il les connaît, les a passés au peigne fin et a décidé de les entraîner lui-même. Carla pousse un soupir de soulagement et le remercie de reprendre tout ce lot, et même Stella dit qu'à présent seul, Oran peut s'en sortir. Oran sourit puis demande quelle est la politique d'entraînement ici et jusqu'où il peut aller avec eux. Stella répond qu'il n'y a aucune règle sur la façon de former quelqu'un, qu'il peut faire comme bon lui semble sans état d'âme, et qu'il n'a qu'à leur transmettre ce qu'il connaît de son vécu, pour qu'il puisse sortir seul sans trop se faire mal. Oran est encore un peu perdu. Selma le comprend et dit qu'il vaudrait mieux qu'Oran ait un objectif clair plutôt que rien du tout. Stella réfléchit un instant puis demande qu'il forme les recrues pour qu'elles puissent tenir le niveau intermédiaire seul d'ici 6 mois. Oran trouve ses attentes élevées pour des débutants, mais Stella réplique qu'ils sont censés être à la fois les casse-cous et les plus doués du groupe, donc il faut en attendre beaucoup cette année. De plus, ils ont déjà beaucoup progressé après l'expédition d'entraînement. Oran acquiesce et promet de faire de son mieux, puis lui et Selma quittent la pièce pour revenir au travail. Dans le couloir, Selma s'arrête net. Si Oran a lu tous les dossiers, alors il sait probablement tout sur Sophia et sur elle. Oran baisse un peu les yeux, mal à l'aise, puis hoche la tête. Une lueur de tristesse passe dans le regard de Selma. Sophia était la fille de la bonne, qui était aussi la maîtresse de son père. Tout aurait pu aller, mais la mère de Sophia est morte quelques années après l'avoir mise au monde. La famille de Selma a bien sûr recueilli Sophia, mais enfant bâtarde d'une maîtresse de basse extraction. Elle n'a jamais trouvé sa place et a toujours été traitée comme une étrangère. C'est devenu pire quand Selma est partie devenir aventurière. À son retour, elle a vu les yeux vides et l'expression triste de Sophia, conséquence des erreurs de 2 adultes dont l'enfant a payé le prix. Selma ne pouvait pas supporter ça et a emmené Sophia avec elle la fois suivante. Depuis ce jour, Sophia a toujours été considérée comme la vraie sœur de Selma. Elle regarde Oran et dit que Sophia est la seule chose qu'elle aime au monde et qu'elle veut la voir réussir comme aventurière, coûte que coûte. Oran promet de veiller sur elle, fait ses adieux à Selma, puis entre dans la salle d'entraînement où ses 3 élèves l'attendent, tout excités. Il l'assaille de salutations, il les calme et s'assoit pour annoncer qu'on lui a confié la mission de les entraîner dorénavant. Ils ont l'air ravis. Carole assure qu'il est surpuissant et peut tout faire. Oran répond qu'il a encore beaucoup à apprendre, mais Sophia l'interrompt. Carole a raison, il a littéralement terrassé le dragon noir tout seul. Oran sourit, repense au combat et à quel point il a frôlé la défaite contre ce monstre, chasse ses pensées et les remercie en ajoutant qu'un jour ce sera à eux d'affronter le dragon noir, il faut donc s'entraîner dur d'ici là. Il leur fait une petite allocution motivante. Chacun a un potentiel immense qui attend d'éclore et ils croient qu'un jour ils pourront nettoyer seuls tous les donjons. Les gamins, électrisés, le remercient de les prendre comme élèves. Oran sourit, commence par leur donner quelques règles à garder en tête. D'abord, garder l'esprit ouvert et rester flexible pour que même si le plan foire, ils trouvent un moyen de s'en sortir. Ensuite, il leur dit de penser par eux-mêmes. Tout ce qu'il dira ne sera pas parfait, lui-même ignore beaucoup de choses, il avoue avoir fait pas mal d'erreurs et être leur prof ne le rend pas infaillible. Sur ce, il leur demande pourquoi ils veulent devenir aventuriers. Il commence par Sophia, un peu gênée au début, qui répond qu'elle veut être comme sa grande sœur Selma, devenir une grande aventurière capable de prendre ses décisions sans craindre personne. Oran promet de l'aider à trouver son rêve un jour, puis se tourne vers Logan pour connaître ses objectifs. Logan répond franchement qu'il fait tout ça pour l'argent. Les autres filles sont choquées, mais Oran le pousse à continuer. Il avoue venir d'un village très pauvre où trouver à manger chaque jour est déjà une lutte et où tout le monde doit se battre quotidiennement pour survivre. Il affirme que malgré la misère, le village a mis en commun tout son argent pour l'envoyer en ville afin que ses talents ne soient pas gaspillés. Il veut devenir aventurier pour pouvoir un jour les rembourser. Il confie qu'il se croyait déjà un aventurier costaud, mais en voyant le dragon noir et la puissance d'un aventurier d'élite, il a compris qu'il lui reste un long chemin avant d'être vraiment fort. Oran promet de lui apprendre tout ce qu'il sait, mais lui dit qu'il devra fournir un effort total pour rendre à son village une générosité 10 fois supérieure.
Sur ce, il se tourne vers Carole pour connaître sa motivation. Elle répond simplement qu'elle n'en a pas vraiment, elle combat parce qu'elle peut tuer les monstres, que ça rend les gens heureux et qu'elle aime voir leur sourire. Oran remarque que sa noirceur est profonde. Elle tente de masquer ses émotions, mais le chagrin et la colère en elle ne peuvent être cachés. En souriant pour faire illusion, elle explique que les gens arrêtent donc de sourire quand les monstres sont là, alors elle les tue. Oran décide de ne pas insister et change de sujet, leur rappelant de garder en tête pourquoi ils veulent devenir aventuriers pendant l'entraînement. Sophia demande à Oran pourquoi il est devenu aventurier. Il repense à son enfance et répond qu'il veut devenir le plus fort possible pour que rien de ce qu'il aime ne puisse lui être enlevé. Il promet de ne pas les traiter comme des enfants et leur demande de tout donner. Dès le lendemain matin, il commence l'entraînement en entrant dans les donjons inférieurs où il tombe bientôt sur une meute de loups monstres. Sophie fonce comme d'habitude et en tue 2 d'un coup avec ses couteaux, puis s'attaque aux suivants un par un. Oran pense que Carole est une mauvaise nouvelle. Elle est défenseuse et attire l'attention sur elle au lieu de laisser l'attaquant briller. Mais elle fonce toujours tête baissée et essaie de tuer tous les monstres qu'elle voit comme si c'était elle l'attaquante. Comme il le pensait, elle se bat sans retenue et s'expose à une attaque par derrière. Et Oran était prêt et érige un mur de protection pour arrêter le loup avant de bondir et de lui trancher la tête nette. Il se tourne vers Carole en lui demandant pourquoi diable elle s'était laissée complètement sans défense derrière. Carole sourit simplement, disant que ça ne la dérange pas vraiment. Oran est perplexe, puis elle remonte le couteau et se tranche le poignet, ce qui le choque quand le sang se met à couler. Il se précipite pour arrêter l'hémorragie. À sa surprise, la plaie se referme d'elle-même et le saignement s'arrête. Oran n'a jamais rien vu de tel, tandis que Carole affirme qu'on ne peut pas la tuer, que son corps se régénère et qu'elle est habituée à la douleur, donc elle ne pense pas trop à la défense. Oran repense à son histoire. Comment elle a été capturée par une organisation religieuse maléfique qui l'a arrachée à son foyer et, à cause de ses pouvoirs régénérateurs, lui a fait subir toutes sortes d'expériences. L'Église n'a qu'un objectif, ressusciter un seigneur maléfique, et elle est devenue, aujourd'hui, le plus grand syndicat du crime du continent. Carole a été sauvée il y a 2 ans par la première unité des lapins argentés du ciel nocturne dont faisait partie Albert. Elle était très instable à l'époque, mais elle s'est peu à peu améliorée et a choisi de devenir aventurière de son plein gré. La mort d'Albert l'a pourtant profondément touchée, même si elle ne montrait rien alors. Oren essaie de la toucher du cœur, lui dit que quand elle se blesse, lui et toute l'équipe se sentent mal et perdent le sourire. Cela la déstabilise complètement, elle laisse tomber les dagues et se met à sangloter en promettant de ne plus jamais refaire ça. Oran tend la main, mais elle recule d'un coup en le suppliant de ne pas la frapper. Cela frappe Oran en plein cœur, il comprend l'ampleur du traumatisme de cette fille et la serre aussitôt fort dans ses bras, ce qui la trouble. Il promet que plus personne ne lui fera jamais de mal tant qu'il vivra et lui dit de ne rien craindre. Le lendemain commence le vrai entraînement. Oran apprend à Carole à esquiver les attaques au lieu de les encaisser, pendant que Logan s'entraîne à la lance pour devenir plus polyvalent. Sophie doit compter à rebours depuis 500 tout en touchant toutes les cibles avec 3 sorts différents. Le même parcours de formation se répète pendant quelques jours, mais cette fois Will entraîne Logan à la lance. Il y est meilleur qu'Oran pendant qu'il s'occupe de Carole et Sophia qui progressent bien de jour en jour. Oran se sent enfin satisfait de leur entraînement de base et annonce qu'ils l'ont tous réussi. Ils peuvent passer au niveau supérieur, bien plus difficile, mais il a de grands espoirs pour eux. Les gamins fêtent ça quand Ren entre et dit à Oran qu'ils doivent aller voir le forgeron. Son épée est prête. Tout excité, Oran file chez le forgeron qui lui remet sa lame élégante. Au moment où il prend l'épée, elle semble taillée pour lui. L'angle parfait, le poids idéal, la prise parfaite. Il se promet que grâce à cette épée, plus aucun camarade ne sera blessé. Ignorant ce que l'avenir lui réserve, il jubile avec sa nouvelle lame, plus légère que jamais et terriblement tranchante. Ren plaisante que dans tout le royaume, lui seul possède une telle épée. Oran se jure de toujours protéger les siens, quelles que soient les circonstances. Dès le lendemain matin, lui et son groupe s'enfoncent dans le donjon et parviennent à descendre jusqu'au 91e étage. Il y rencontre le roi mort-vivant, mais la créature n'est rien face à Oran et sa nouvelle épée. D'un seul coup, il tranche le monstre en deux et, admiratif, contemple sa lame en réalisant que c'est une arme d'exception. Les compagnons le félicitent, brisent ce qui reste du monstre et annoncent
qu'ils ont nettoyé le 91e étage. Ils peuvent donc continuer. Selma lui demande ce qu'il ressent vis-à-vis de l'épée, et Oran répond qu'elle fait partie de sa main et est incroyablement confortable. Will affirme que les forgerons des lapins d'argent de la nuit comptent parmi les meilleurs, et Oran doit reconnaître qu'il n'a jamais vu un tel savoir-faire. Selma, elle, rappelle que la qualité des matériaux compte tout autant, mais comme Oran a appris des écailles de dragon noir pour le cœur, sa lame va forcément être l'une des plus rares et des meilleures du royaume. Après avoir un peu plus vanté Oran, Selma leur dit qu'il devrait se retourner à la guilde après avoir terminé le 91e étage. Le nouvel objectif, c'est le 92e étage, là où Albert a perdu la vie face au dragon noir, et elle jure que cette fois, ils tueront la bête quoi qu'il arrive. Quand ils sortent du donjon, le soleil est déjà sur le point de se coucher. Dans la brume du soir, pendant qu'Otis parle de manger et de prendre un long bain, Selma prend Oran à part pour lui demander s'ils peuvent parler en privé. Au début, Oran craint qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Mais Selma assure que non, elle veut juste discuter des plans pour attaquer l'étage suivant demain. Oran s'excuse et explique qu'il ira d'abord emmener Sophia et l'équipe pour une expédition matinale dans un autre donjon, comme il le leur a déjà promis. Selma, un peu surprise, lui suggère de se reposer, vu qu'ils doivent aussi monter l'étage dans quelques jours, mais Oran la rassure. Il accompagne seulement en tant qu'instructeur, les combats seront assurés par les débutants. Il assure qu'ils progressent de vite, qu'il est confiant qu'ils pourront nettoyer le 29e étage par eux-mêmes demain, il sera juste présent au cas où. Selma réalise comme le temps file, Sophia, il n'y a pas si longtemps, était une recrue qui maîtrisait mal sa magie et elle va bientôt atteindre le 30e étage, après quoi ils seront considérés aventuriers à part entière et partiront en expédition sans surveillance. Cette nuit-là, il va retrouver le vieil homme à la boutique et prend un thé. Le vieux semble préoccupé et révèle avoir entendu des rumeurs inquiétantes. Selon les discussions en ville, l'organisation criminelle Harimtrop est de retour et reprend son surnom de tueur d'aventuriers. Il dit que ces rumeurs viennent d'un autre donjon au sud du pays et que c'est mauvais. Oran saisit bien la gravité de la situation car il n'y a que deux grandes organisations criminelles en ce monde, Harimtrop et l'Église. Selon Harimtrop, personne ne devrait tenter de nettoyer les donjons. Ce sont des choses divines, plus anciennes que le temps, et les humains ne devraient pas y toucher. Ils sont terriblement puissants et brutaux, massacrant sans pitié les aventuriers qui les affrontent. Oran demande alors au vieil homme si ce ne sont que des rumeurs, puisque les guildes n'ont donné aucun avertissement. Le vieux répond qu'il aimerait que ce soit seulement des rumeurs, mais il y a quelques jours, des aventuriers de haut rang ont été retrouvés morts, et ça ne peut être que le fait des hommes d'Armintrap. Oran y réfléchit et réalise qu'il est possible que la guilde ne dise rien pour éviter une panique inutile, ce qui ne ferait qu'empirer la situation et provoquerait bien plus de chaos. Il se demande pourquoi ces gens tiennent tant à ce que les donjons restent intacts, mais admet vite qu'essayer de comprendre la logique d'un assassin est vain. Il ne lui reste qu'à éviter ces idiots à tout prix. Toute l'équipe paraît nerveuse à l'idée de retourner au 92e étage. Rain reste dans sa chambre, la lune éclaire sa robe tandis qu'elle regarde celle qu'Albert portait quand il est la mort, tué par le dragon noir. Elle demande à Albert de les regarder depuis le ciel, promettant qu'ils se vengeront bientôt. Will, lui, va chez le forgeron récupérer une nouvelle lance sur mesure et remercie l'artisan pour son travail impeccable comme d'habitude. Il prétend qu'avec cette lance, il prendra bientôt sa revanche. Le forgeron sourit et lui dit qu'il a bien changé depuis l'année dernière et qu'il est bien plus fort. Ces mots renvoient Will dans le passé, où il admet douloureusement qu'Albert est mort parce qu'il n'était pas assez fort. Il affirme que c'est lui qui aurait dû mourir, mais que le héros du clan a donné sa vie pour sauver l'équipe. Otis, elle aussi, est agitée. Elle s'assoit près d'une fontaine, regarde la lune argentée et repense à tout ce qu'ils ont traversé l'année passée, se demandant si leur nouvelle force suffira à vaincre cette bête qui a déjà fauché tant de vies. Elle se jure que cette fois personne ne mourra et qu'ils en sortiront tous vivants. Perdue dans sa chambre à regarder par la fenêtre, Selma était complètement ailleurs jusqu'à ce que Sophia la replonge dans la réalité en lui demandant si elle redoute d'aller affronter le dragon. Sophia avoue qu'au fond, elle ne veut pas que Selma aille combattre le dragon noir. Même la dernière fois, quand Oran l'a vaincu, il était complètement détruit et personne ne sait ce que donnera un nouvel affrontement aussi serré. Selma répond que ça fait plus d'1 an depuis la mort d'Albert et qu'elle sent son groupe plus fort, assez pour terrasser le dragon noir et enfin prendre la revanche qu'ils veulent tant.
Sophia se jette sur elle sans prévenir et franchement, on la comprend. Elle répète à Selma qu'elle croit en elle et en l'équipe et lui promet que tout ira bien. Le lendemain matin, Horan emmène les jeunes dans les donjons et il nettoie l'Indo rapidement le 29e étage. Sans trop de difficultés, Horan sourit à la petite équipe en affirmant qu'ils ont tous beaucoup mûri comme aventuriers et qu'une fois le 30e étage nettoyé, ils ne seront plus des recrues mais de vrais aventuriers. Tout le monde est content, puis soudain, Sophia réalise qu'en devenant aventuriers à part entière, ils seront affectés à une unité, ce qui signifie qu'Horan ne les entraînera plus. Cette idée la peine un peu, mais elle la met de côté et retourne à la guilde avec le reste du groupe. Ils présentent nous tous le rapport à la réceptionniste qui explique qu'ils devront maintenant passer un test final, nettoyer seul le 30e étage pendant qu'un aventurier confirmé de l'unité 2 les observera pour vérifier qu'ils peuvent se débrouiller. La réceptionniste propose que le test ait lieu dans 2 jours, mais il remarque qu'à cette date, Horan et son groupe monteront au 92e étage. Ils auraient voulu Horan présent et demandent si la date peut être déplacée. La réceptionniste répond que, comme chaque aventurier a son propre planning, le test pourrait être retardé. Horan prend la parole et dit qu'il parlera à Selma. Peut-être pourront-ils repousser l'ascension au 92e de quelques jours. Mais Sophia l'arrête. Ils attendent ce jour depuis plus d'1 an. Ce serait cruel de le repousser maintenant. Les gamins jurent qu'ils gèrent le donjon seuls. Et Carole promet de ne pas faire de folie. Tous 3 supplient Horan de les laisser nettoyer le niveau sans lui. Il n'a pas le choix et accepte. Mais d'abord, Horan vérifie leur plan d'étage pour voir s'ils ont réfléchi correctement. Et après l'analyse, il confirme que le plan tient la route, en les invitant pourtant à rester vigilants. Comme tout peut mal tourner, il leur donne à chacun un pendentif porte-bonheur et leur souhaite bonne chance. Les jours passent, chacun s'occupe à sa façon jusqu'au jour J où Horan se prépare à affronter à nouveau le dragon noir, pendant que Sophia et les autres s'apprêtent à nettoyer le niveau 30. Sophia et sa bande atteignent leur palier et Logan perçoit bientôt des ennemis aux alentours. Sensation qui se vérifie sur le champ. Un quatuor de gobelins surgit et se prépare au combat. Carole attire leur attention. Parfait, Logan enchaîne avec un spike terrestre qui pulvérise 3 d'entre eux et Sophia balance un arrow cutter qui tranche le dernier, laissant l'aventurier stupéfait et demandant si ce sont vraiment des recrues. Horan et les autres arrivent aussi à destination et entrent dans la salle du dragon qui se réveille d'un bond. Selma buffe vite tout le groupe pendant qu'Horan lance son sort signature qui quadruple ses stats. Au début du combat, Will transperce la queue du dragon, puis Horan la sectionne en 2. Les autres continuent les soins et soutiens. Pendant ce temps, Sophia et sa troupe atteignent la salle du boss, mais trouvent à l'entrée un groupe de 4 aventuriers. Ceux-ci viennent de l'église et l'un d'eux lit les pensées de Logan. En comprenant que ces novices sont alliés du tueur de dragons, leur supérieur sent que quelque chose cloche et s'interpose avec son épée. Un geste et sa tête tombe en un instant. Les nouvelles recrues sont horrifiées. Le costaud idiot utilise sa magie terrestre pour boucher les sorties, alors Carole gagne du temps en fonçant sur lui, mais elle se fait projeter contre un mur. Horan reçoit tout de suite l'alerte. Les colliers qu'il leur a donnés sont en fait un genre de dispositif d'alerte. Il prévient immédiatement Selma que les recrues sont en danger, mais ils ne peuvent pas quitter cet étage sans s'occuper d'un dragon. Le dragon profite de ce temps pour récupérer, fait repousser sa queue et une aile qu'Horan avait arrachée, annulant pratiquement tous leurs efforts. Horan se rappelle sa promesse de protéger son camarade et, dos au mur, se demande comment il va s'assurer que Sophia et les autres sont vivants. Pendant ce temps, ailleurs, le baraquet s'avance vers Sophia et les autres, mais elle est tellement inquiète pour Carole qu'elle ne voit pas ce qui se passe devant elle. Logan la remet à la réalité, qu'elle se reprenne et qu'on gagne ce combat, Carole va se remettre vite fait. Il lui rappelle que leur maître n'abandonnerait jamais un combat, même dans la pire des situations, donc eux non plus ne doivent pas lâcher. Il ajoute qu'Horan répète toujours qu'un aventurier doit d'abord rentrer vivant chez lui et qu'ils vont se battre pour ça. Son petit discours met Sophia en feu, puis Logan se donne des améliorations magiques. Sophia lance un éclair sur le baraquet, mais celui-ci bloque l'attaque puis l'annule d'un coup d'épée. Sophia panique en voyant ça et Logan lui crie de fuir. Le colosse les poursuit, mais dès que Logan voit une ouverture, il utilise la magie de terre pour le piéger comme Horan lui avait appris. Il dit au colosse que ses mouvements sont faciles à prévoir et qu'il aurait dû muscler son cerveau autant que ses biceps. Il fonce pour en finir, mais le mastodonte attrape son arme et, avec sa force brute,
brise les rochers. Puis il écrase Logan au sol en lui disant de ne pas être si sûr de lui alors qu'il débute encore. Il reprend son épée en ajoutant qu'il aurait mieux fait de fuir au lieu de riposter, et Sophia panique, se demandant s'ils vont mourir. Logan rappelle au baraquet qu'il devait en servir d'appât, mais le capitaine répond qu'un seul appât suffit, ce qui est le signal pour le colosse qui abaisse son épée lourde vers Logan. À ce moment-là, Sophia panique tellement qu'elle laisse tomber son arme et hurle, puis le corps du colosse se fige. Il ne peut plus bouger, se demandant ce qui se passe. C'est Sophia qui vient d'éveiller sa connexion à la force. Elle comprend que c'est son pouvoir spécial et qu'elle a été une Jedi depuis le début. Elle écrase l'abruti costaud contre le mur, puis se précipite pour soigner Logan. Mais l'impact ne suffit pas et le gorille se relève pour continuer le combat. Mais cette fois, Logan et Sophia décident d'y aller à fond pour survivre. Pendant ce temps, sur le site d'Oran, le dragon furieux matérialise des lames magiques qu'il lance vers les humains. Oran comprend qu'il n'a pas le choix et doit utiliser son sortin incomplet. C'est le seul capable d'abattre le dragon. Il active celui enfermé dans son bracelet et teint son épée d'une obscurité pure. Il charge alors, esquive les attaques du dragon et frappe sa patte de toutes ses forces. Un éclat lumineux éblouit tout le monde et le dragon s'effondre, tandis que Selmer réalise qu'Oran détenait une arme si puissante depuis le début. Pourtant, cela ne suffit pas. Le facteur guérisseur du dragon lui permet de régénérer la patte instantanément. Tout le monde panique et Oran explique que la seule façon de gagner est de tuer le dragon d'un seul coup, sans lui laisser le temps de se régénérer. À ce moment-là, le dragon les frappe avec sa queue et Selma dresse une barrière pour protéger tout le monde. La barrière tient seulement 3 coups avant de voler en éclats et Selma est projetée contre le mur. Heureusement, Oran a profité de ce moment pour se placer en hauteur derrière le dragon. Il concentre toute sa magie dans son épée, la transforme en lance et se prépare à en finir. Il bondit vers le dragon qui le remarque et se retourne, mais Oran n'en a que faire. Il enfonce sa lame dans le front de la bête en jurant de ne pas laisser tomber l'espoir de ses amis et l'énergie de l'attaque traverse le corps du dragon en le fissurant de partout. L'énergie surcharge ensuite le corps du dragon et provoque une explosion qui le réduit à néant. Selma, soulagée qu'Oran ait tué le dragon, relâche sa tension et perd connaissance. Pendant ce temps, Logan et Sophia peinent encore contre l'abruti musclé qui plaque Logan au sol puis se tourne vers Sophia. Elle se rend compte qu'elle ne peut plus utiliser la force pour l'attaquer et le chef des aventuriers ordonne à Musclehead d'achever la fille avant qu'elle ne devienne une menace. Sophia est complètement impuissante et supplie qu'Oran vienne la sauver d'une façon ou d'une autre. Musclehead balance son épée sur elle quand soudain, 2 entailles aériennes le frappent et le projettent avec fracas contre les murs. Tout le monde est stupéfait et Sophia se retourne. Ses prières ont été exaucées, Oran est arrivé pour la secourir. Sophia fond en larmes dès qu'elle le voit. Oran se précipite pour la serrer, s'excusant d'être en retard et la félicitant d'avoir tenu si longtemps. Puis il téléporte Logan et Carol près de lui en expliquant que tout ira bien. Il s'occupe du reste. Il dresse une barrière autour de ses élèves en disant que le combat ne va pas durer. Sophia demande si c'est parce qu'il est en colère et Oran confirme, visiblement fâché contre lui-même, de ne pas avoir été là pour protéger ses élèves. Il interroge les aventuriers sur leur cruauté, la prêtresse explique qu'il voulait les utiliser comme appât pour attirer le tueur de dragons qui se trouve être là maintenant. Oran, furieux, dégainait son épée tandis que les aventuriers se préparent eux aussi à combattre. Il se vante d'être des spécialistes du combat humain et qu'il a 3 adversaires en même temps. Cela n'intimide pas Oran qui se prépare. Il tend la main, la prêtresse comprend son plan et saute. Mais ses coéquipiers, moins malins, se font attraper par le sort de gravité d'Oran. Leurs corps deviennent si lourds qu'ils ne peuvent même plus se tenir debout et Oran enchaîne avec une attaque foudroyante qui les grille complètement. Il attaque ensuite la prêtresse, la seule encore debout, et elle part facilement son épée. Elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il élimine ses coéquipiers si vite. Oran lui dit de s'inquiéter plutôt pour elle-même. Puis elle le repousse soudain avec Blizzard, une magie de grade supérieur. Oran se demande comment cette garce a pu parer son attaque avec si peu d'envergure, puis lancer un sort si puissant si vite. La prêtresse enchaîne avec un autre sort de tonnerre, Oran bloque tant bien que mal et ses élèves commencent à s'inquiéter pour lui. Oran se demande comment la prêtresse peut lancer autant de sorts de rang spécial si vite, comme si elle sautait toutes les étapes. Elle est surprise qu'il ait survécu à son attaque et prétend qu'ils espéraient qu'un type aussi costaud que lui rejoigne leur équipe. Oran répond qu'il n'aidera pas des assassins. La prêtresse dit qu'elle lui rappelle quelqu'un mort quand elle était petite et que s'il avait survécu, il lui ressemblerait.
Oran en a marre de ces jérémiades et lui demande pourquoi elle tue des aventuriers. Elle répond qu'elle ne veut pas le faire, mais l'original a été battu et la réplique est entre les mains de leurs ennemis, donc elle doit gagner du temps. Rien de tout ça ne convainc Oran. Si elle sacrifie des aventuriers pour gagner du temps, qu'elle abandonne. Ça met la garce hors d'elle et elle se met à crier sur Oran comme une vraie hystérique. Elle lui intime de la fermer parce que des idiots comme lui rapprochent le monde de la destruction. Oran reste sans voix, puis la nonne décide de clore le combat. Elle envoie une boule de feu explosive. Oran l'évite pour découvrir qu'elle peut en lancer plusieurs à la fois. Il n'a d'autre choix que fuir, mais la prêtresse finit par le toucher après quelques essais. Elle est sûre qu'Oran n'a pas pu survivre à tant d'explosions et s'excuse, disant que son sacrifice est nécessaire pour sauver le monde. À sa stupeur, Oran est bien vivant. Il a transformé son épée en bouclier. Oran profite de l'occasion pour transformer son épée en fouet, ligoter la prêtresse et explique qu'il attendait qu'elle croie avoir gagné. C'est là qu'elle baisse sa garde. La prêtresse tente de se défaire par la force, mais il serre encore plus. Soudain, sa capuche tombe et ses cheveux argentés rappellent à Oran une amie d'enfance. La jeune femme reconnaît aussi sa magie. Tous deux sont perplexes. Elle éclate de rire en disant que c'est sûrement l'œuvre du vieil homme et de la vilaine femme qui s'amusent à la manipuler. Cela plonge Oran encore plus dans la confusion. La fille lui dit qu'il n'est plus besoin de se battre, le supplie gentiment de la lâcher et promet d'emporter ses coéquipiers, mais Oran ne la croit pas. Malheureusement, sa magie s'épuise à ce moment-là et la prêtresse se libère. Juste après, les autres aventuriers se relèvent et Oran panique, se sentant maintenant en mauvaise posture. Heureusement, ses amis arrivent de juste à temps pour le soutenir. Mais la prêtresse n'a plus envie de se battre et promet à Oran de les laisser tranquilles. Il souffle de soulagement, elle ajoute qu'elle espère ne plus être ennemie la prochaine fois, puis disparaît avec ses compagnons. Oran reste perplexe, mais ses élèves sont sains et saufs, et c'est l'essentiel. Tout le monde le remercie, Logan lui demande s'il connaissait la fille qui les a attaqués, et Oran baisse la tête en avouant qu'il ne la connaît pas pendant que la prêtresse, dans son refuge, jubile qu'Oran soit vivant. Elle déteste qu'il soit aventurier, donc potentiellement son ennemi, et en veut à la femme qui l'a manipulé toute sa vie. On lui avait dit qu'Oran était mort, mais maintenant qu'elle sait la vérité, elle jurera de punir cette femme et de récupérer le temps perdu avec son ami d'enfance. Pendant ce temps, Oliver s'entraîne lui aussi pour devenir plus fort après avoir entendu qu'Oran a abattu le dragon noir en solo. Il se demande comment Oran a pu faire ce qu'il n'arrive pas à faire quand Philly arrive pour papoter. Elle lui demande s'il s'entraîne pour vaincre le dragon noir ou pour faire concurrence à Oran. Il répond qu'il s'entraîne par honte de sa faiblesse. Philly réplique que personne n'a jamais terrassé le dragon noir et que tout le monde appelle Oran le nouveau héros. Oliver n'est pas encore jaloux, mais quand Philly annonce un tournoi de combat prochain, il s'enflamme et promet de battre Oran lui-même pour prouver qu'il est le vrai héros. Quelques jours plus tard, Oran rassemble encore ses élèves. Leur dernier examen a mal tourné à cause d'ennemis imprévus. Il se dit déçu de ne pas avoir été assez fort pour intervenir, mais eux refusent de le croire. Ils disent à Oran qu'ils sont vivants grâce à lui et que sans lui, ils seraient tous morts. Oran rétorque qu'ils ont été sauvés par la protection scénaristique. Si le combat avait continué, tout le monde serait mort ou gravement blessé, y compris son équipe. Il dit qu'il se croyait fort, mais après avoir affronté la prêtresse, il a compris qu'il n'était qu'un gros poisson dans une petite mare. Il explique à ses élèves qu'ils ont tous connu la défaite dernièrement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont vivants et peuvent recommencer pour devenir plus forts. Ses élèves acquiescent et sur ce, Oran les conduit dans le donjon pour les entraîner. C'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.